bienvenue à toutes et tous. Nous sommes nombreux, donc ça fait plaisir. Quelques explications donc, avant de donner la parole aux personnes qui sont prévues intervenir sur les différents sujets que nous avons prévu aborder ce soir. Des personnes aussi qui répondront à vos questions, parce que ce que l'on souhaite aussi, et surtout, c'est avoir un débat avec la salle pour que vous nous fassiez part de votre vécu, si vous avez vécu voilà, quelque chose à l'hôpital, chez un médecin. Voilà. Ce qu'on espère, c'est vraiment d'avoir un débat avec vous. Donc s'il y a bien un sujet qui nous concerne toutes et tous, c'est bien notre santé. Alors, paradoxalement, alors que nous avons fait ces dernières décennies des progrès techniques extraordinaires dans le domaine de la santé et du médical, désormais, et chacun ça peut, à son niveau peut en faire le constat, il est devenu très difficile de se soigner et de soigner dans des conditions décentes. Il est très difficile de trouver un médecin traitant, par exemple, tout simplement, un dentiste ou un autre spécialiste, sans parler de la situation décriée dans toute la presse. Et là, vous allez avoir sous les yeux, pendant toute la durée de la réunion, des articles de presse parus dernièrement. Et c'est tous les jours qu'il y a des articles dans la presse qui traitent des sujets de la santé. Donc, sans parler des services d'urgence qui doivent fermer leurs portes régulièrement par manque de personnel, des EHPAD au bord de l'asphyxie, ou encore de la dégradation de la prise en charge du handicap, de la prévention, des pénuries de médicaments, etc. etc. Donc l'accès aux soins pour nous, patients, est remis en question. Le personnel soignant, lui, est au bord de l'épuisement professionnel. Et donc au final, tout le monde est en danger, usagers et soignants. La question à laquelle nous allons essayer de répondre ce soir, c'est comment on en est arrivé là et pourquoi notre système de santé est en grand danger. Même l'UFC Que Choisir, je ne sais pas si vous avez vu l'article, même l'UFC Que Choisir le dit et a attaqué l'État en justice pour l'inaction par rapport au problème des déserts médicaux. Alors pour nous ce soir, c'est une première étape, même si on n'innove pas, parce que il y a dans pas mal d'endroits des comités de défense, des collectifs de citoyens, des associations de citoyens qui se sont créés depuis quelques années pour s'opposer à des fermetures de maternités, de services d'urgence, pour réclamer un médecin dans la commune, ou contre la fermeture d'une unité spécialisée, ou des manques de moyens, des manques de personnel soignant, etc. etc. Avec parfois des victoires, comme à l'hôpital de Carhaix, qui, grâce à la mobilisation des habitants et du personnel, un accord garantissant l'avenir de leur hôpital a été obtenu. Ce soir, il ne s'agit surtout pas d'opposer soignants et patients, bien au contraire, les soignants qui n'en peuvent plus nous alertent depuis suffisamment longtemps. Donc, le but de notre initiative, c'est de voir comment on s'organise, nous, citoyens, patients, pour être avec eux, à leur côté, et voir comment on peut agir ensemble pour ne pas laisser faire, ce qui est la situation dans laquelle on est. Et préserver le système, ce système de santé auquel nous sommes tous attachés, mais qui malheureusement aujourd'hui est en grand danger. Avant de laisser la parole, car le temps passe vite, vous précisez comment s'est constitué le groupe de personnes qui ont eu cette idée de travailler sur les questions de santé, donc avec comme objectif créer un comité de défense. Si nous sommes, je l'espère, suffisamment nombreuses et nombreux à nous rejoindre, à vous impliquer dans ce comité de défense. Alors une précision, si nous sommes plusieurs dans le groupe, mais pas tous, loin de là, avoir différentes activités, syndicales, associatives, politiques, notamment à la France Insoumise, mais pas que. C'est d'abord en tant que citoyen, patient, usager, soignant,
que nous nous sommes lancés dans cette démarche. Devant l'urgence, nous nous sommes décidés à agir en se disant on ne peut pas rester les bras croisés, à se lamenter, il faut qu'on se bouge tous ensemble, car nous aurons toutes et tous, à un moment ou l'autre de notre vie, avoir besoin d'un médecin, d'une hospitalisation, d'une infirmière, d'une aide à domicile. Alors comment on peut agir? C'est la question, voilà d'où est partie notre démarche. Alors ça ne va pas être simple, hein, ce n'est pas gagné, parce que tout reste à faire. Hein, là, aujourd'hui c'est une première étape, mais voilà, si nous sommes suffisamment nombreuses et nombreux, avec des idées, avec de la volonté, on peut espérer faire des choses intéressantes. Voilà, je vais m'arrêter là parce que autrement il n'y aura plus de temps suffisant pour les intervenants et pour le débat avec la salle. Alors, on va donc commencer. C'est le docteur Renaud Defebvre qui va commencer par prendre la parole, qui se présentera. Hein. Le docteur Alban Hamelin, Frédéric Couzicou, qui est psychologue à Saint-Nazaire, Isabelle Brandicourt, qui était encore depuis peu de temps directrice d'EHPAD, Gaël Le Turc, qui lui est responsable syndical à l'hôpital de Saint-Nazaire, et Thomas Cartero, qui parlera en tant qu'usager. Alors, bien sûr, il ne faut pas que j'oublie Mathias Tavel, notre député. Ah oui, il faut que je me présente. Je me présenterai. Et donc oui, Mathias Tavel, qui est le député de la 8e circonscription, sur qui on compte. Hein. Pour nous dire ce qu'il pense. Pour nous dire ce qu'il pense de notre initiative. Et puis nous parler un peu de politique, des derniers débats à l'Assemblée nationale sur le PSS, le projet de loi de... Hop là. Là, ça marche bien. Deux. Là, c'est toujours pour une micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Avec micro ou sans micro? Avec. Donc je disais que ce qu'on... Mathias Tavel, tu interviendras quand tu pourras. Et on compte sur toi voilà, pour nous dire ce que tu penses de notre initiative, de créer un comité de défense. Et puis, tu nous parleras de politique et notamment des débats dernièrement, même si les débats, effectivement, avec le 49.3, c'est assez... voilà, il y aurait beaucoup à redire, mais sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale notamment, tu interviendras sur ce que tu voudras. Voilà. Je m'arrête là, et puis on commence. Alors moi, je ne me suis pas présenté, donc Gilles Rialan. Moi, je suis nazarien depuis 2 ans, et je suis à la France Insoumise, depuis toujours, depuis qu'elle existe. Et moi, en arrivant à Saint-Nazaire, j'ai mis 2 ans à trouver un médecin généraliste, un médecin traitant. Et puis mes derniers ennuis de santé ont fait que ça n'a pas été simple à régler, parce que pour avoir un médecin, pour aller aux urgences, etc. Et donc c'est à partir de là que je me suis dit, on bouge là, parce que ça ne va pas. Dans une ville comme Saint-Nazaire, il faut qu'on se bouge. Voilà, donc c'est parti comme ça, et puis voilà. C'est parti. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, Renaud Defebvre, je suis médecin gériatre, chef de service du court séjour gériatrique, de l'hospitalisation en gériatrie à l'hôpital de Saint-Nazaire. Je suis aussi vice-président de la CME. Merci d'être aussi nombreux parce qu'on n'aurait pas pensé au départ qu'il y aurait autant de monde, donc c'est très très bien. Moi je suis là pour plusieurs choses. Alors ça fait plusieurs années qu'on défend des choses, qu'on dit des choses, et puis je pense qu'on arrive à un moment donné où il faut juste dire les choses clairement.
moi, j'ai commencé la gériatrie il y a 20 ans. C'est un interne en gériatrie il y a 20 ans, pile poil en 2003. Quand j'ai commencé la gériatrie, on avait des moyens, tout fonctionnait plutôt bien et beaucoup mieux que maintenant en tout cas. Mais surtout, quand je me suis engagé comme interne, la France était considérée dans le monde comme le premier système de soins, selon l'OMS. Premier système de soins. Il n'y avait pas mieux ailleurs, que ce soit au niveau prévention, médecine invasive, etc. On était vraiment premier. Et bien 20 ans après, parce que la dégradation qu'on a vécue, elle se voit dans les chiffres. Aujourd'hui, on est 16e, ça dépend des classements, on est 16e. Alors à l'époque, on l'avait un petit peu prédit. On était tout de suite après des décisions, quelques années après des décisions sur l'Ondam, la T2A, la baisse du numerus clausus, la diminution du nombre de places à l'hôpital. Donc, il ne fallait pas avoir fait Sciences Po pour comprendre que ça allait mal se passer. Donc ça se passe mal. Mais ça se passe mal à un point où maintenant, on le vit quotidiennement, si vous voulez. On le vit quotidiennement à l'hôpital. Je pourrais vous donner des exemples multiples. Le premier exemple que j'ai envie de vous donner, c'est sur la charge en soins des soignants, qui a été exponentielle pendant ces 20 dernières années, où les aides-soignantes, les infirmières, etc. sont débordées. Je crois que j'ai pas une semaine dans mon service où j'ai pas une infirmière en pleurs. Vraiment, je pense en moyenne c'est à peu près ça. Infirmière ou aide-soignante. Donc ça c'est quotidien. Et puis bien sûr, dans la qualité des soins, dans ce qu'on fait. On a des infirmières débordées parce qu'elles n'ont pas le temps de bien prendre en charge les patients. Alors c'est partout pareil, dans tous les services. Ça parle probablement un petit peu plus dans les services où il y a des patients plus dépendants, comme la gériatrie. Parce que les patients, il faut les faire manger, il faut les laver, il faut les lever. Et tout ça, ça se fait très vite, ou ça se fait pas, ou ça se fait très mal. Quand j'étais interne, on m'avait toujours appris que un patient âgé qui arrive dans un service de gériatrie, c'est vraiment pas possible qu'il attrape une escarre dans le service. Les escarres, les points de compression, parce qu'on n'a pas assez mobilisé les patients. C'était la honte en fait d'avoir une escarre, ce qu'on appelait une escarre de novo. Le patient arrive sans escarre et l'escarre apparaît pendant l'hospitalisation. Actuellement, vraiment, je pense que mes collègues confirmeront, je pense que j'ai au moins un patient avec une escarre qui arrive à l'hôpital par semaine. Des patients qu'on n'a pas le temps de faire manger, des patients qu'on n'a pas le temps de lever. Ça, c'est au quotidien, dans la vie de tous les jours de l'hôpital, du service. Et puis, on a un effet volume, on est submergé par les demandes, évidemment, puisqu'il y a eu 4000 places en moins par an pendant les 20 dernières années, à peu près, plus ou moins d'accélération selon les gouvernements. Ça parle. C'est-à-dire que mon patient qui est de plus en plus lourd, il ne peut pas sortir parce qu'il y a des lits en moins de convalescence, parce qu'il est de plus en plus lourd, mais derrière, aux urgences, ça pousse. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui sont en attente, qui ont besoin d'être soignés. Donc on a des patients qu'on ne peut pas sortir, et on a des patients qui sont en attente et qui sont donc en défaut de soins. Ça parle aussi, et ça parle beaucoup plus chez les patients fragiles, parce qu'en fait, un patient qui attend sur un brancard aux urgences, ça parle en statistique directement. C'est 24 heures sur un brancard pour un patient âgé, c'est 30% de mortalité en plus. Donc ça, c'est des morts. C'est pas compliqué. Les décisions de diminution de place, c'est des morts. Ça a été calculé. C'était l'hiver dernier, ils ont fait une estimation, le syndicat d'urgence d'urgentistes a fait une estimation sur le nombre de gens qui attendaient sur des brancards et qui sont morts. On a estimé à 150 morts en France en décembre et janvier, de morts inexpliquées par défaut de prise en charge. Donc, moi, c'est vraiment le message que je veux faire passer, c'est-à-dire qu'il y a des décisions qui ont été prises
qu'on pourrait qualifier d'économie en fait, hein, voilà, ce sont des fausses économies en fait. On a fermé les robinets des hôpitaux, pas que, on verra après. Ben ça parle dans la vie de tous les jours d'un service, ça parle en mort en plus. Et je finirai peut-être là-dessus, c'est que en tant que gériatre, le pire est à venir. C'est-à-dire que au niveau démographique, le vieillissement de la population n'est pas encore commencé. Hein. C'est le papy boom arrive, mais toute cette anomalie démographique qu'on a eue dès la fin de la Deuxième Guerre, 1942 jusqu'au choc pétrolier 1972, on a 30 ans d'anomalie démographique, le baby boom, avec plein de raisons pour ça. En tout cas, on a une anomalie démographique pendant 30 ans. Tous ces gens-là vont devenir plus malades, plus dépendants, et vont avoir besoin d'hôpital. Et ça va commencer dans quelques années, en 2026, 25, 26, 27, ça dépend des estimations. Et on en prend pour 30 ans. Donc voilà où on en est actuellement. On n'arrive pas à faire le job actuellement, et ça va être pire. Et c'est clairement des décisions, clairement des conséquences de décisions. Voilà un petit peu l'objet de mon message que je voulais faire passer. Bonsoir à tout le monde également. Moi, je travaille aussi à l'hôpital de Saint-Nazaire. Je suis médecin hospitalier depuis plus longtemps que nous. Plus âgé. C'est votre interne, voilà. Je suis très fière de lui. Mais donc, cette modification de fonctionnement de l'hôpital dans les années 2000, moi je l'ai connue et à l'époque, on avait créé le comité de vigilance. Ça s'appelait. D'ailleurs, il y a quelques personnes dans cette salle qui faisaient partie du comité de vigilance. C'était la réunion de 4-5 médecins avec les syndicats des personnels soignants. Déjà, dans les 2000, quand la réforme à la T2A est passée, on alertait sur les risques. C'était chronique d'une mort annoncée de l'effondrement de l'hôpital public. On n'était pas très nombreux, on n'a pas été entendus, et maintenant, malheureusement, on ne peut faire que le constat de ce qu'on observe. Donc, moi, je voulais vous faire le constat aussi de mon activité. Donc, moi, je travaille je suis responsable du service de médecine polyvalente à l'hôpital de Saint-Nazaire, où on accueille des patients ayant plusieurs pathologies, et aussi beaucoup de gens très fragiles, à la fois sur le plan de l'autonomie physique, mais sur le plan psychologique, sur le plan social. Et je travaille aussi je suis un peu médecine générale dans le service de psychiatrie, donc je parlerai particulièrement de ce qui se passe en psychiatrie. Donc notre quotidien dans le service, c'est conforme à ce que disait Renaud sur la charge en soins qui ne va que croissante, et ça c'est aussi une des conséquences d'une demande politique qui a été ce que je vais appeler le virage ambulatoire. Il fallait que tous les malades passent en ambulatoire juste pour une question de rentabilité. Voilà. Donc à l'heure actuelle, le financement de l'hôpital ne rend rentable que ce virage ambulatoire. Ce qui fait que les gens les plus autonomes, le virage ambulatoire, ils peuvent le prendre. Hein. On peut aller à l'hôpital 24 heures, avoir ses examens, et puis sortir chez soi. Alors pour certaines personnes, c'est très bien. Et puis pour d'autres, c'est vraiment très très juste. Ce qui fait qu'on arrive en hospitalisation complète, c'est-à-dire des gens qui restent plusieurs jours, que les patients les plus lourds, les plus dépendants, et sans que les ratios de personnel n'aient été montés. Donc ce qu'on observe, c'est des malades de plus en plus lourds, avec autant de personnel que quand les malades étaient plus légers. Mais ces malades qui sont de plus en plus lourds, on a de plus en plus de mal à les faire sortir, donc notre durée moyenne de séjour, elle ne fait qu'augmenter. Et comme notre durée moyenne de séjour, elle ne fait qu'augmenter, on n'est plus rentable dans les services hospitaliers. Alors comme on n'est plus rentable, eh bien, on n'a pas de poste. Donc c'est vraiment un vrai cercle vicieux. On a des réunions régulières avec l'administration, on nous demande des comptes économiques. On ne peut monter maintenant que des projets médico-économiques viables. Voilà. Un projet qui soit utile pour la population, c'est pas grave. Voilà.
S'il est médico-économiquement viable, là ça marche. Voilà. Et on a pour ça maintenant des créations de postes. Alors, je parle ce qui concerne les médecins. Un médecin qui à l'hôpital fait de la consultation, beaucoup de consultations, il n'est pas rentable parce que le financement n'est pas rentable. Donc on ne peut plus monter des postes de médecins juste sur de la consultation. On est obligé de créer des hospitalisations de jour, de l'ambulatoire, qui des fois, pas toujours, mais qui des fois ne servent rien aux malades, mais qui rapportent. On aurait pu faire plus simple, moins cher pour la population, mais on nous demande de monter des choses pour les malades pour que ce soit rentable selon le financement. Donc ça c'est quand même aussi très problématique, c'est une mauvaise utilisation de l'argent public et je trouve que ça interroge énormément de ce qu'on devrait faire. Et puis après un petit témoignage sur notre quotidien dans le service, parce qu'en effet il y a une fermeture de lits, comme a dit Renaud. Maintenant, même si on voulait les rouvrir, ces lits, de toute façon, il n'y a plus de personnel. Donc, il n'y a plus de personnel soignant, il n'y a plus de personnel médical. Et dans l'année à venir, il devrait y avoir des réouvertures de lits. On ne sait même pas, à l'heure actuelle, si on aura le personnel pour les rouvrir. Maintenant, les services ne sont pas fermés pour les fermetures des lits. Ils sont fermés, les lits sont présents, mais on n'a personne pour les faire tourner. Entre autres, sur les services de soins de convalescence. Donc notre quotidien maintenant, c'est pas comment va monsieur ou madame, c'est qui je vais pouvoir faire sortir aujourd'hui qui est pas trop pire pour pouvoir prendre le plus pire qui est sur un brancard aux urgences depuis 3 jours. C'est vraiment du quotidien. Et aussi à notre quotidien, c'est qui est le plus pire qui pouvoir bénéficier d'un service de convalescence et le moins pire que je vais faire sortir en sachant qu'il risque de revenir parce que c'est vraiment très juste, voilà, au quotidien. Donc c'est vraiment des démarches, on fait des grands écarts et je pense qu'on est en train de nous demander en tant que soignants de faire une forme de deuil de la qualité des soins. Et ce deuil de la qualité des soins, il entraîne une perte du sens du travail et je pense que la démotivation des soignants, elle vient de là aussi. Hier, on m'a répondu à une réunion, mais on n'a pas les moyens de la qualité. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on ne peut pas entendre ça en tant que soignant, qu'on n'a pas les moyens de faire de la qualité? C'est une des bases de nos valeurs en tant que soignant. Voilà. Donc ça, je pense que ça, c'est vraiment très grave politiquement et au niveau du quotidien, et comme dit Renaud, ça va faire que malheureusement ça s'aggrave. Donc, et puis un autre témoignage, c'est l'apparition du privé à l'hôpital, c'est-à-dire qu'il y a des services qui devraient être publics au sein de l'hôpital qui deviennent privés. On met en place la télé, il faut payer pour la télé, il faut payer pour le téléphone. Alors pour des gens qui sont très isolés, qui n'ont pas de visite, eh ben, ils ne peuvent pas avoir le téléphone parce que personne n'est descendu mettre un petit billet pour leur faire ça. On nous met en place des services aussi pour améliorer la sortie des malades, ce qui est une réalité, mais du service qu'on fait. L'hôpital finance, l'hôpital public avec l'argent public finance des entreprises privées et leur fait fructifier. Donc là aussi, c'est comment on utilise l'argent public. À chaque fois, je crains quand j'entends cet été ou l'année dernière le scandale d'Orpea avec la marchandisation des personnes âgées, quand j'entends le scandale des crèches aussi privées, ben je pense qu'on risque aussi dans le service d'hospitalisation d'en arriver là. Le petit focus sur la psychiatrie, c'est assez catastrophique. Il faut juste savoir que c'est des patients, avec les patients âgés, les patients psychiatriques sont les patients qui malheureusement les plus précaires, voilà, qui ne vont pas facilement vers le soin. Il y a eu un nombre de fermetures nationales de lits en psychiatrie faute de psychiatres, parce qu'on n'en a pas assez formé, parce que sans doute ce soin-là n'a pas été assez valorisé. L'hôpital de Saint-Nazaire avait monté un super projet de pédopsychiatrie, c'est un service qui s'appelait le Shadow. C'était vraiment un très beau projet pour des jeunes adolescents en grande difficulté psychiatrique, faute de soignants de pédopsychiatres, le service a fermé, on ne sait pas quand est-ce qu'il pourra rouvrir. Ça c'est pour le côté psychiatrique. Et pour le côté soins physiques des malades souffrant de maladies psychiatriques, il faut savoir que les dernières études montrent que les patients qui ont des pathologies psychiatriques graves ont une durée de vie de 15 ans de moins que tous. Voilà, parce que
C'est pas eux qui vont, par défaut de suivi. Par défaut de suivi. Donc je crois que le paquet, on doit le mettre aussi là, pour faire des choix. Donc moi, juste pour finir en message, je dirais que ça a été des choix politiques, ce qui arrive là. Ben, je pense que ça ne fera que des choix politiques pour faire l'inverse, la marche inverse, en sachant qu'il va falloir sans doute du temps. Hein, et que ces choix politiques, ils devront être sans doute courageux, parce qu'il ne faudra peut-être pas faire plaisir à tout le monde. Il faudra peut-être réfléchir sur la régulation de l'installation médicale. Il faudra peut-être réimposer la permanence des soins à des gens qui font plus de permanence de soins. Mais il me paraît essentiel, ce courage politique. Et je pense que ce courage politique, il a besoin d'être porté aussi par la population. Parce qu'à l'heure actuelle, en effet, tout ce qu'on voit comme mobilisation qui a réussi, ça n'est que quand c'est un mouvement global. Voilà. Bonsoir, je suis Frédéric Couzigou, je suis psychologue du travail et psychologue clinicienne, donc je reçois régulièrement des salariés, mais aussi des adolescents. Donc ce soir, ce que je voulais faire, bon, c'est pas parler de ce qui se passe au sein de mon cabinet, mais de l'état de la détresse psychologique en France. Pour cela, je me suis informée. Et en mars 2023, donc une enquête en conseil de qualité de vie au travail en prévention des risques psychosociaux témoigne d'une dégradation continue de la santé mentale des salariés. 48% sont en situation de détresse psychologique et souffrent de syndrome de dépression contre 44% en 2022, avec des conséquences cardiaques, dépression chronique, hospitalisation et donc des arrêts maladie croissants. Sont touchées de façon significative les femmes, quelle surprise, avec pour la plupart à double charge mentale de gérer temps de travail et temps parental. Les plus de 60 ans, actuellement, sont énormément touchés, avec un épuisement physique et mental par une cadence intenable et une angoisse permanente de ne pas pouvoir tenir pour avoir une pension de retraite digne. Le stress est à l'origine de 50 à 60% de l'ensemble des journées de travail perdues. Or, face à cette pandémie, alors je ne vais pas revenir sur la psychiatrie, mais sur l'état des centres médico-psychologiques qui sont des centres, les CMP, qui étaient un accès gratuit pour les personnes qui souffrent de détresse psychologique. Il faut savoir que le manque de personnel oblige donc tout à chacun à attendre 6 mois à 9 mois pour avoir un rendez-vous. Donc autant vous dire que ça devient impossible. Donc pour pallier en fait à ce manque de professionnels, on a trouvé une solution formidable, c'est la pharmaco, les antidépresseurs, les hypnotiques et les antipsychotiques. Alors là, par contre, on a trouvé une solution miracle pour soigner votre détresse, c'est-à-dire qu'à savoir que la santé psychologique des enfants actuellement est totalement sous psychotrope. Le constat du Haut Conseil de la famille de l'enfance. Alors il faut savoir qu'il y a 20 ans, on limitait vraiment l'accès aux psychotropes aux enfants. C'était une addiction précoce et c'était aussi, ça avait pour conséquence que l'enfant était habitué à avoir des psychotropes dès son plus jeune âge, donc toute sa vie en fait. Donc actuellement, le constat du Haut Conseil de la famille de l'enfance a publié sur santé psychologique des enfants et des adolescents que face au manque d'offres de soins, des dizaines de milliers de jeunes se voient prescrire des antipsychotiques, antidépresseurs et des antipsychostimulants. Entre 2014 et 2021, elle a progressé de 78% pour les psychostimulants, 62% pour les antidépresseurs, 48% pour les antipsychotiques et 155% pour les hypnotiques. Ce sont des enfants. Des augmentations 20 fois plus élevées que ceux de la population générale, alors que les enfants sont beaucoup plus exposés que les adultes à la souffrance psychique et à la médication. Les 3/4 d'entre eux ressentent de la tristesse, tandis qu'un jeune sur 10 a déjà fait une tentative de suicide. La santé psychologique de la population générale. Donc une personne sur 5 a eu besoin d'aide pour raison psychologique depuis la crise du Covid. Cette étude
pandémique fait apparaître que les dépenses remboursées par l'assurance maladie française correspondent pour 20% à des maladies psychiatriques. En 2022, selon les dernières statistiques de la CNAM, cette prise en charge touche près de 28 millions de personnes atteintes de pathologies psychiatriques en France. Dès lors, on comprend aisément pourquoi la recherche de médicaments contre la dépression et l'anxiété reste une cible prioritaire pour de nombreux laboratoires pharmaceutiques. La détresse psychologique est un marché très lucratif pour les lobbies. Plus les salariés tombent par l'épuisement d'un travail qui a perdu son sens, plus les enfants sont gavés de psychotropes dès leur plus jeune âge, c'est-à-dire dès l'âge de 4 ans, plus ces entreprises ont un chiffre d'affaires exponentiel. Pfizer, Sanofi, Johnson & Johnson affichent 67 milliards de bénéfices et un enthousiasme débordant d'optimisme. Pourtant, à l'origine de ce capitalisme mortifère, les autorités des États-Unis sont dépassées par la crise des opioïdes. Donc, il faut savoir que ces traitements de psychotropes, c'était déjà il y a 20 ans aux États-Unis, qui était la solution pour la détresse psychologique. Maintenant, ils en récoltent effectivement les conséquences. On déplore des victimes dans tout le pays. À lui seul, le fentanyl est responsable de la mort de plus de 70 000 Américains chaque année. Il est désormais la principale cause de décès chez les 18-49 ans, selon une enquête fleuve du Washington Post. En 2021, Santé publique France confirme que les épisodes dépressifs ont connu une accélération sans précédent. En cause, la crise du Covid et les restrictions qui y sont liées, mais pas seulement. La situation financière est également un facteur déterminant. Les personnes déclarant être à l'aise financièrement présentent une prévalence d'épisodes dépressifs de 10%. 17% pour ceux qui disent être justes et 25% pour ceux qui disent que leur situation financière est difficile. Le stress grandissant et l'état de déprime de la population française est inquiétant, car il peut conduire à de nombreux cas de dépression chronique et à une montée du taux de suicide. En 2023, la France a un des taux de suicide les plus élevés d'Europe. Nous avons 3 fois plus de suicides que d'accidents de la route. La Loire-Atlantique est en second dans le palmarès des régions françaises. Pour contrer cette évolution, le rapport de Haut Conseil de la famille de l'enfance préconise de renforcer des moyens dédiés à la pédopsychiatrie, bien évidemment, et aux approches psychothérapeutiques, éducatives et sociales destinées à l'enfant et à la famille. Nous disposions pourtant de ressources et de savoir-faire qui ont fait leurs preuves en matière de prévention et de soins. Il faut déployer ces pratiques afin qu'elles conservent leur primauté sur les médicaments. Le gouvernement français, en 2022, afin de pallier au manque de professionnels de services publics, a trouvé comme unique solution d'obliger nous, les psychologues libéraux, à écoper la détresse par du low-cost thérapeutique. À savoir, les médecins peuvent prescrire 8 séances, 8 petites séances aux personnes, des séances par un médecin dont on mesure si la souffrance est petite ou modérée. Donc, moi je ne sais pas ce que c'est qu'une souffrance petite ou modérée, il faudra qu'on m'explique, mais en tous les cas, accès gratuit à des psychologues libéraux pour 8 petites séances. C'est sûr qu'avec ça, on va aller mieux. Donc, avec ce dispositif, 93% des psychologues ont boycotté ce dispositif et ont totalement refusé d'accueillir leur patientèle dans ces conditions-là. Les psychologues ne sont pas des paramédicaux. La psychologie est une science humaine. Afin d'effectuer un travail élaboré sur la détresse de chacun, nous devons exercer notre profession dans la plus grande indépendance. Le secret et l'éthique professionnelle protègent la parole libre. L'expression sur ces souffrances dans ce cadre préservé et sécurisé permet la réflexion, la compréhension du contexte professionnel et ou personnel. L'expression de ces émotions permet de se soulager d'une histoire de vie, d'une souffrance jusqu'alors jamais confiée, car me disent mes clients, cela n'intéresse personne. Cette posture doit faire émerger d'autres conceptions, représentations, compréhension de soi, de la société, du monde dans lequel on cherche à se réaliser en tant que citoyen, en tant qu'humain. Mais le fait de faciliter une forme d'élaboration de la pensée, de lucidité, d'esprit critique, sur un contexte de société particulièrement violent,
et dangereux dans un État qui cherche à contrôler les revendications pour de meilleures conditions de travail, de meilleures conditions de vie, une vie digne. J'ai bientôt terminé. Plutôt que de gagner la population de psychotropes anesthésiant le sentiment de déclassement, de mépris, de dévalorisation des compétences, il faut développer des consultations gratuites publiques de psychologie. Il est prouvé que ces consultations favorisent l'acceptation de ce qui pouvait être alors inacceptable au regard des exigences du monde du travail, à savoir l'acceptation du droit à la fragilité pour éviter que l'on se casse. Cette acceptation fait émerger une intelligence émotionnelle différente mais complémentaire à l'intelligence cartésienne et surtout vecteur du respect de soi, des autres et donc un réel travail sur l'employabilité. Il faut également développer des politiques de logement et de l'emploi qui répondent à la désespérance sociétale. Traiter les conséquences de l'addiction est essentiel, mais s'attaquer à la racine du problème en évitant que les gens tombent dans la dépendance l'est tout autant. Bonsoir. Alors moi je suis directrice, j'étais directrice, parce que je suis retraitée depuis peu, j'étais directrice de maison de retraite. Avant j'étais infirmière et ça fait 40 ans que je suis dans le milieu et plus ça va, moins ça va. On a eu des moments où on arrivait à discuter avec nos organismes de tutelle. Aujourd'hui tout est imposé, on ne peut pas déroger à leur cadre. Donc, comme nous, comme vous, nos EHPAD sont en détresse. Alors, je vais parler un petit peu de politique, parce que nous, on a suivi quand même les politiques vieillesse. Et puis, malgré que les enjeux démographiques aient été connus, personne n'a réagi. Les politiques vieillesse ont nié. Les gouvernements successifs ont nié cette politique vieillesse. Ce gouvernement, aujourd'hui, le nie encore plus, aggrave les choses. Et malgré plusieurs rapports qui ont été donnés, il y en a une multitude, mais bon, on a l'impression que personne ne les lit, ils préconisent tous une augmentation du taux d'encadrement et des financements pérennes. De son côté, la défenseure des droits dénonce, je cite, « des pouvoirs publics pas à la hauteur ». Et ça, c'était dans son rapport du 16 janvier 2023. Alors effectivement, les budgets sur le terrain ne sont pas pérennes et sont insuffisants. On a fait une avancée toutefois avec les primes Ségur et Grand Âge, mais qui sont loin d'assurer des salaires décents et sans impact sur l'attractivité des métiers, avec des financements publics qui ne suivent pas. En effet, 40% des services à domicile et 61,3% des EHPAD n'ont pas reçu l'intégralité des financements face aux dépenses générées par ces primes. Par ailleurs, les budgets alloués ne suivent pas l'inflation. 64% des établissements ont présenté un budget déficitaire en 2022. Le reste à charge pour les résidents ne peut qu'augmenter si les pouvoirs publics ne réagissent pas. Donc voilà, ça c'était notre contexte aujourd'hui. Et puis, il y a actuellement le projet de loi Bien vieillir à l'Assemblée nationale, qui a été reporté parce que, bon, finalement, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Je ne sais pas. Et ce projet de loi, a priori, à ce jour, n'est doté d'aucun financement. Il a été discuté et voté à l'Assemblée nationale. Les fédérations professionnelles restent méfiantes, dénonçant beaucoup d'inconnus, une reprise des mesures qui existent déjà, à savoir le droit de visite, etc., qui avait été acté dans la loi du 2 janvier 2002, donc voilà. Et de surcroît, il n'y a rien de concret. Il y a une proposition quand même d'une nouvelle méthodologie, une stratégie interministérielle, mais bizarrement, le grand absent est le ministre de l'économie et des finances. Donc je ne comprends pas bien. S'ils ont fait quelque chose de concret, c'est qu'ils renforcent quand même le contrôle des EHPAD. Alors, contrôler des EHPAD sans possibilité de faire de la qualité avec manque de personnel, eh bien, ça nous met une pression pas possible. Alors, pour la DEPA, c'est l'association des directeurs au service des personnes âgées, je cite,
L'État ne respecte pas ses engagements depuis 20 ans, ne propose aucune avancée et, pire que tout, l'État veut renforcer sa politique de contrôle afin d'envoyer les responsabilités qui sont les siennes dans le camp des professionnels. Et ça, je tenais à vous le dire parce que c'est ce qu'on ressent au quotidien. Alors, on en arrive à la maltraitance institutionnelle. Comment on peut retenir des salariés dans ce contexte? Parce que le salaire ne suffit pas, il faut la qualité de vie au travail, il faut du sens au travail. Alors le taux d'encadrement restait en moyenne à 3 soignants pour 10 résidents. Alors soignant, ça veut dire aide-soignant, infirmière, hein, au chevet de résident. Alors que le doublement avait été acté en 2022 à l'Assemblée nationale. La Première ministre, cette année-là, a annoncé fièrement la création de 6 000 postes pour les EHPAD, sachant qu'il y a 7 500 établissements en France. Donc cela revient à un peu moins d'un équivalent temps plein par établissement. On est loin du compte. En plus, ce taux d'encadrement, ce n'est pas du pipeau. Nos résidents, ils sont vieux et très vieux. Ils rentrent en moyenne à 91 ans. Moi, dans l'établissement où j'étais, nous avions 11 résidents de 100 ans et plus. Donc, en perte d'autonomie et grande autonomie, c'est vraiment le grand âge. Ce n'est pas les seniors qui font marcher l'économie, c'est vraiment le grand âge, les vieux. Donc, on souligne aussi que, comme en gériatrie, hein, on a, nous, 78% de résidents accueillis qui ont des troubles cognitifs, ce qui demande un temps important d'accompagnement. Un projet d'accompagnement personnalisé de qualité pour chaque résident passe par du personnel en nombre. Alors, ben voilà, comme vous, les soignants sont en souffrance. Alors, pas d'infirmières ni d'aides-soignantes, on peut comprendre, pas de valorisation de salaire, pas de reconnaissance de leur métier, dans une société agiste, quand même, il faut quand même le dire, avec une mauvaise presse qui agit comme un poison, alors qu'on vit quand même de belles choses, et on a envie de les vivre. On doit changer notre regard sur la vieillesse. Le scandale Orpea et la crise Covid ont exacerbé ce sentiment de dévalorisation, de culpabilité des équipes. Les équipes se trouvent maltraitantes, mais elles sont aussi maltraitées. Les injonctions pendant la crise Covid ont mis à mal nos valeurs, parce que, bon, les injonctions contradictoires, et on a été obligé de déroger et désobéir à certaines injonctions pour respecter notre éthique. Par exemple, il n'était pas concevable de ne pas faire rentrer une famille lors d'une fin de vie. On peut pas voler ce moment-là. Donc, eh bien, on a interpellé le Conseil de la vie sociale, les résidents, et les résidents venaient à nos rencontres de concertation. Et on a dit, bon, on prend le risque, hein, mais bon, enfin, je prenais le risque en fait, mais bon, en concertation, et on ne pouvait pas faire autrement, quoi. Hein. Et quand on voyait un syndrome de glissement, c'est pareil, la famille venait. Voilà. Alors, voilà, les soignants n'en peuvent plus, donc ils sont épuisés malgré leur investissement. Les soignants sont quand même des professionnels qui travaillent par conviction. Le manque de personnel pèse sur le personnel en poste aujourd'hui. Moi, j'ai une aide-soignante qui m'a dit j'aime mon métier, mais le matin, je viens la boule au ventre parce que je me dis est-ce qu'on va être en nombre. Ils sont insatisfaits de leur travail, ont l'impression d'un travail bâclé avec un fonctionnement en mode dégradé la plupart du temps. Et ça, c'est pas facile à faire accepter et aux résidents et aux familles et aux équipes, parce que c'est pas concevable, quoi. C'est pas concevable. Le sens au travail n'existe plus. Une soignante me disait à quoi bon? On est invisible pour tout le monde. Vieux et soignants, on n'intéresse personne. Voilà le contexte. Alors, en plus, comment aujourd'hui on n'a plus de personnel, on fait appel à des agences intérimaires, comment on peut faire des projets avec des équipes instables?
Comment la formation? Alors la formation, elle est essentielle, les équipes sont demandeuses, mais quid de la mise en œuvre? En fonctionnement d'urgence toujours. Cette problématique impacte la qualité d'accompagnement des résidents qui sont rassurés par une équipe stable, qui les connaissent bien, respectant leur rythme de vie et leurs habitudes, car l'EHPAD est un lieu de vie avant tout. Et ça, on peut plus... On a du mal parce qu'on se dépêche, mais il faudrait tellement de temps d'accompagnement. Et ça, on a de plus en plus de mal quand même. Et ça, c'est frustrant. Et on court tout le temps. Et donc, c'est pas rassurant pour nos résidents. En plus, nous aussi, on n'a plus de médecins. Pas de médecin traitant. Alors, quand il y en a un, il ne veut pas toujours assurer les visites à l'EHPAD. Pas de médecin coordonnateur. Alors, il y avait un décret du 27 avril 2022 qui énonçait un temps de médecin coordonnateur en EHPAD de 0,6 équivalent temps plein pour les établissements de 60 à 99 résidents. Aujourd'hui, la plupart du temps, quand on a la chance d'en avoir un, ils travaillent une journée par semaine car il n'y a pas de financement. Alors, dans l'établissement où j'étais, on a eu recours à un médecin prescripteur parce qu'on n'avait plus de médecin sur notre territoire. On avait 40 résidents sur 80, la moitié de nos résidents qui n'avaient pas de médecin. Donc on fait quoi? Donc on a demandé à l'ARS, on a supplié l'ARS de financer un médecin prescripteur. Ce médecin prescripteur, c'est un médecin qui est à la retraite, qui a fait sa retraite en juin et il a recommencé en septembre. Pour nous aider, parce qu'il venait souvent à la résidence, donc il est venu et donc il prescrit pour les résidents, il les suit. Et heureusement qu'il est là. Mais par contre, c'est à titre dérogatoire, l'ARS nous demande des justificatifs tous les semestres. C'est remis en compte tous les semestres. Dans 6 mois, on n'aura toujours pas de médecin. Enfin, et là, on rejoint l'hôpital, on rencontre des difficultés d'admission de nos anciens aux urgences, qui sont saturées. Donc les équipes mobiles gériatriques sont débordées. Et que fait-on de nos vieux? Nous sommes tous démunis, résidents, familles, équipes soignantes, face à cette situation. On a dit nos vieux méritent mieux, mais les soignants méritent mieux aussi. Et il y a urgence à agir ensemble. Bonsoir, alors moi c'est Gaël Le Turc, je suis secrétaire du syndicat Force Ouvrière sur le centre hospitalier de Saint-Nazaire. Je vais essayer de ne pas être trop long, je vais essayer de ne pas être trop redondant et j'espère surtout qu'à l'issue de cette soirée, on va pouvoir mettre en place quelque chose tous ensemble pour combattre cette politique d'austérité qui est menée depuis des années. Parce que c'est pour ça que on est venu me voir, on me dit tiens, on organise une réunion publique avec comme objectif la défense de la santé sur le bassin nazarien. Et je me voyais mal ne pas y adhérer, étant donné ce qu'on vit au quotidien dans nos établissements, et dans le public comme dans le privé, parce qu'il y a des établissements privés qui morflent aussi. En tout cas, moi je pense pour ce qui est des soignants qui sont dans les établissements privés, ils sont aussi malmenés. Je pense qu'il faut en parler aussi. On a quelques exemples concrets. On a un plan de financement de la sécurité sociale qui a été débattu, qui est passé sous 49.3, du coup pas de débat. À la baisse, encore une fois, déjà que suite 2023 était déjà pas suffisant, suite 2024 on a dit on en tire encore un petit peu. Tous nos directeurs d'établissement, par l'intermédiaire de la Fédération hospitalière de France, ont dénoncé cette baisse de financement en disant on n'y arrivera pas, c'est pas possible, ce que vous nous donnez comme moyen, on n'y arrivera pas, c'est juste impossible. Par contre, à côté de ça, je suis désolé, hein, mais quand j'entends qu'on augmente le budget pour la guerre à 400 milliards d'euros, moi c'est juste un truc hallucinant quand on sait que nous on va nous en retirer 2 milliards, qu'on va retirer 2 milliards, on va retirer encore du pognon pour la santé, mais pas que, pour le service public en général. En fait, on est en train de sacrifier le service public et ça passe aussi par l'hôpital qui est en train d'être sacrifié.
de façon accélérée aujourd'hui. Moi, j'ai eu pour habitude d'entendre la population dire, bah, de toute façon, quand on a un problème, quand on n'a plus de médecin, on va aux urgences. Parce que bah, ça reste la petite lumière dans la nuit qui reste allumée, et quand on est dans la merde, bah, il reste eux, et ils sont là. Bah, par Ancenis, par exemple. Ancenis, à partir d'une certaine heure, bah, la lumière elle a été éteinte. Elle a été éteinte parce qu'on n'a pas voulu financer le maintien de l'ouverture de ces urgences. Parce qu'il y a des choix politiques qui ont été faits ces dernières années qui détruisent les hôpitaux les uns après les autres. Ils détruisent les hôpitaux, mais ils détruisent aussi les acteurs de l'hôpital, c'est-à-dire les soignants, les médicothèques, les administratifs. En fait, on est en train de tous les détruire les uns après les autres. J'ai interpellé mon directeur pas plus tard que ce matin, parce qu'on a reçu une fiche de poste pour un agent pour être assistante de direction. On a énuméré, je crois qu'elle a un truc comme... Elle a une page complète, rien que pour lui dire le travail qu'elle a à faire. Une page complète. Bon. Avec plein de tâches annexes, plein de trucs. À côté, on lui demande d'avoir un BTS ou un DUT avec 3 ans d'expérience. Ok. Et puis au final, on lui dit tu seras adjointe administrative. Donc, c'est-à-dire qu'elle sera payée au SMIC. Avec toutes ses responsabilités. En plus, par qu'elle prenne ses congés en fonction de sa collègue, parce qu'autrement, ce serait trop simple. Donc, et après, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à être attractif dans les établissements de santé. Les soignants, c'est pareil. Vous venez sur nos EHPAD et USLD, aujourd'hui, on n'arrive plus à recruter. Ça veut dire qu'on prend du personnel qui, des fois, n'ont jamais été dans le soin. On leur dit, bah, tu vas faire ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, ASHQ. Donc, tu vas faire le boulot de l'aide-soignant, mais tu n'auras pas le salaire de l'aide-soignant, et tu n'auras pas la prime grand âge que l'aide-soignant lui a droit. Et puis en plus, on va te donner la responsabilité des patients qui sont là. C'est-à-dire qu'on va même au-delà, c'est que dans certains moments, comme on manque d'infirmiers, on demande à l'ASH qui n'a aucune notion de soin, tiens, ce soir tu vas donner les médicaments. Voilà. Et qu'est-ce que je donne? Ah, mais je t'inquiète pas, ça va être mis dans le pilulier, tu as juste à pas te tromper. Voilà, j'espère qu'elle ne va pas se tromper. Autrement, on risque d'avoir de belles surprises. Et c'est ça, c'est le quotidien, c'est la réalité. On est en train de casser notre système de santé. On est en train de casser les premiers acteurs du système de santé, qui sont les médecins. Parce moi j'entends des médecins qui quittent notre établissement parce qu'ils n'en peuvent plus des conditions de travail. On perd nos infirmiers, la durée de vie d'un infirmier aux urgences c'est 5 ans. Après il explose. Moi, je tiens à rappeler quand même qu'un an avant la pandémie de Covid-19, on était dans la rue, les hospitaliers, on était avec le collectif Interurgence, on les a accompagnés, parce qu'on était nous sur Saint-Nazaire, acteurs majeurs avec eux. Et les revendications, elles étaient claires. C'était des lits, du personnel et d'une augmentation de salaire. Et on annonçait les choses. Si on a une pandémie, on est mal. Alors on l'a pris en pleine tronche. Puis comme ça ne suffisait pas, on a dit, bah, écoutez, vous êtes trop de soignants, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, en plus, ils ne vont plus travailler. Ah, par contre, à côté de ça, on avait des collègues qui étaient non vaccinés, positifs au Covid, et qui ont dit, mais toi, tu vas venir travailler quand même. C'est des aberrations comme ça, on en a connu, on en connaîtra d'autres si on ne met pas un terme à cette casse programmée du service public de santé. Les choix politiques qui sont faits aujourd'hui, ils n'ont qu'un seul but, détruire l'ensemble des services publics. C'est le seul but qu'ils ont. Et ça va de la santé, il ne dérogera pas si on laisse faire les choses. Allez prendre un rendez-vous pour un IRM aujourd'hui, bon courage. Un IRM en urgence, 4 mois d'attente. En urgence. Alors, si c'est peu urgent, peut-être 2025. Voilà, c'est que ça. C'est que ça. La psychiatrie, on a fermé encore une unité psychiatrique chez nous, une unité psychiatrique, faute de médecins. Parce que nos médecins, on les perd, parce qu'on leur demande aujourd'hui, avec les dernières lois sur la privation de liberté, en fait, on se retrouve avec des médecins psychiatres qui font plus de paperasse, qui sont aux côtés du patient. Donc au bout d'un moment, ils en ont marre. Hein. Ils sont là pour soigner, ils ne sont pas là pour faire de l'administratif et avoir un côté rentable, ils sont là pour soigner les gens. Et on leur en donne plus les moyens. Donc à partir du moment où vous mettez une notion de rentabilité dans le soin, dans un soin public, dans le service public, c'est mort, c'est fini. On n'y arrivera pas, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. On a une particularité en plus, nous, du bail amphithéotique qu'on a dénoncé depuis, même avant que la première pierre de l'hôpital soit posée, il était dénoncé. On paye un loyer tous les ans, qui ne nous permet pas d'investir comme on voudrait. Sans parler, moi en plus je suis service technique à la base, c'est ni fait ni à faire, je ne parle pas des malfaçons. On sait très bien que cet établissement va très mal vieillir et votre argent, vos impôts, ça a coûté 282 millions d'euros.
on va être un peu plus avec une petite enveloppe à la fin pour l'ICAD à un peu plus de 900 millions d'euros. On va le payer 3 fois cet établissement. Bah vous allez payer 3 fois. Vous le payez. Vous continuerez à le payer. Donc, et je le paye aussi. Je dis vous, mais... Donc voilà, on est rendu au bout du bout là. Et en tout cas, c'était ce que je pensais jusqu'à il y a encore pas longtemps, mais on a quand même, parce que le but du jeu, c'est pas de vous plomber la soirée. Il y a quand même des trucs sympas. Non, mais c'est pas trop tard. Non, c'est pas trop tard. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'est pas trop tard. Maternité dans ce nid est toujours ouverte. Parce qu'il y a une mobilisation, parce que la population a été présente dans la mobilisation, parce qu'on s'est battu. À Mayenne, c'est pareil, c'est resté ouvert. Pourquoi? Parce que les agents se sont battus, la population s'est battue aux côtés des agents. Moi, c'est mon point de vue personnel. Je pense que nous, organisation syndicale, on n'y arrivera pas tout seul. Si on n'a pas l'appui de la population, parce que nous, on revendique, même des fois, nos directeurs en ont un peu marre, mais on fait que ça tous les jours, c'est notre boulot. Mais si on n'a pas l'appui de la population sur ce sujet-là et ce dossier-là, on n'y arrivera pas. Juste un dernier truc, parce que un dernier point sur lequel je voulais vraiment intervenir, qui est important. J'entendais Alban et Renaud, on a l'habitude de se côtoyer, puis je sais dans quel service ils travaillent, et c'est pas les plus simples. Et en plus, c'est là où on a un taux de casse des soignants qui est assez important, parce que le travail est dur. Il y a une année, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, parce qu'on n'arrive plus à voir les chiffres, on nous a annoncé plus de 180 agents en attente de reclassement. On avait 189 agents dont on ne savait pas quoi faire parce que le travail les a cassés. Le travail les a cassés parce que, au lieu d'être en binôme pour manipuler un patient, on s'est retrouvé tout seul à manipuler, on s'est flingué une épaule, on s'est flingué le dos. On a des agents qui sont en burn-out. Moi, j'ai accompagné personnellement un agent pour épuisement professionnel. Il est incapable de mettre les pieds dans l'établissement. C'est-à-dire qu'il n'est plus en capacité de mettre les pieds dans l'établissement. C'est trop dur pour lui. Donc c'est quelqu'un qu'on rencontre à l'extérieur de l'établissement pour l'accompagner. Quelqu'un qui aujourd'hui a tellement été cassé par le système, il se retrouve à mi-traitement de salaire. Et on lui dit, pour vous en sortir, il faut démissionner. Et aller voir si ailleurs c'est mieux. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Donc on a besoin de vous. Et il va falloir qu'on sorte de cette réunion avec des objectifs et ça c'est hyper important parce qu'on n'y arrivera pas aussi. Je vous dis, moi, toute la hantise de l'été dernier, ça a été quand on nous a annoncé des fermetures ponctuelles des urgences. Moi je ne pensais pas que ça arriverait à Saint-Nazaire. On a eu de la chance, hein. On a réussi à s'en sortir, mais à quel prix? C'est-à-dire qu'on a des camarades, des collègues d'autres établissements qui sont venus nous donner un coup de main, notamment ceux d'Anceny, et par contre Anceny vont fermer. Voilà, c'est qu'on a fait des choix. C'est des choix politiques qui ont été faits. Merci. Je profite juste que le micro repasse devant moi pour confirmer ce que m'ont dit mes collègues. On parlait des médecins traitants. En France, actuellement, 6 millions de personnes sans médecin traitant, au bas mot. Au moins. Voilà, c'est ça, selon les estimations. Autre indicateur dont qu'on a un peu défloré tout à l'heure en parlant un peu, mais c'est la première année que la mortalité infantile en France monte. C'était jamais arrivé depuis qu'on l'a mesure. Et puis en parlant de l'argent, du budget, juste comme ça, Sanofi, par exemple, distribue à ses actionnaires chaque année un demi-siècle de Téléthon. Vous le savez. Bonsoir, moi je suis Thomas Cartereau. Alors moi je suis un usager, je suis ni infirmier ni médecin et je partage de ce point de vue le constat effroyable qui vient d'être dressé et qui personnellement me met extrêmement en colère, mais j'imagine que c'est le cas de la plupart des personnes qui sont ici, raison d'ailleurs à mon avis du succès de cette réunion, en tout cas numérique. Pour ma part, je suis le père d'un enfant accueilli à l'IME de Mendin pour troubles du développement. J'ai brièvement fait partie du CVS, donc le CVS c'est le conseil de vie sociale qui réunit la direction et les parents pour discuter d'un certain nombre de choses. Et c'est à cette occasion que j'ai pu toucher du doigt ce que c'est que d'être encadré systématiquement par un budget trop court pour faire quoi que ce soit.
la plupart des interpellations des parents à la direction se fracassent là-dessus. Et le budget est systématiquement versé par l'ARS en dessous des besoins réels, besoins qui sont couverts par ce qu'on appelle des crédits non renouvelables, c'est-à-dire en fait qui sont effectivement financés mais qui sont dénoncés comme des budgets qui ne devraient plus arriver l'année suivante. Et donc cette façon de faire instille systématiquement l'idée qu'on vit au-dessus de nos moyens. En tout cas, c'est sûr qu'on ne vit pas au-dessus de nos besoins. Un exemple, alors qui n'est pas lié là à la question des budgets, mais qui est lié plutôt à la question de la disponibilité des personnels pour faire. L'orthophoniste de l'IME, qui s'occupait de mon fils, a pris sa retraite il y a à peu près 2 ans, et il a fallu plusieurs mois avant de lui trouver une remplaçante, alors qu'un départ en retraite, ça s'anticipe. Plusieurs mois avant qu'une remplaçante arrive. Dans cet intervalle, la seule réponse qu'on a pu obtenir de la direction, on n'était pas les seuls, hein, plusieurs parents sont concernés, c'était de nous tourner vers le secteur libéral. Alors évidemment, trouver un orthophoniste au pied levé dans le secteur libéral, je ne vous fais pas un schéma, d'autant plus qu'une prise en charge d'un enfant handicapé après sa journée, je ne vous fais pas un schéma non plus. Donc en tout cas, nous, on n'a pas réussi à faire ça. Ils ont fini par trouver une remplaçante, et on a appris il y a quelques jours que en fait, cette remplaçante avait démissionné depuis 6 mois, et on n'y était pas informé. Voilà à peu près comment les choses se passent. Il ne s'agit pas d'en vouloir aux professionnels, bien évidemment, ça a été dit en introduction de la réunion. Je comprends parfaitement, étant donné les niveaux de rémunération, qu'on puisse vouloir trouver mieux ailleurs. Mais du point de vue de l'institution, en tout cas, la fonction n'est pas remplie pour ce qui est de mon cas. Bon, je ne vais pas m'appesantir sur un exemple certes particulier, mais qui est loin d'être isolé. On a appris aussi, vous l'avez vu dans la presse récemment, le projet de l'ARS et du conseil départemental de vouloir démanteler, éclater le site de Mundun sur plusieurs autres sites du département. Pour notre part, nous sommes assez inquiets de ce projet. L'expérience par rapport à l'ARS nous a largement démontré qu'à chaque fois qu'ils mettent le doigt sur quelque chose, c'est jamais pour faire mieux, du point de vue des patients. Il y a un besoin évident à créer des places d'accueil supplémentaires dans le département. Il y a 1000 enfants et 1200 adultes qui sont en attente de places dans des établissements du type de celui de Mundun. Donc c'est pas ça la question. La création de ces places ne peut se faire que par le recrutement massif de personnel, et ce projet de l'ARS ne prévoit aucun poste supplémentaire. Et comment pourrait-il prévoir des postes supplémentaires dans un contexte où les PLFSS, les plans de financement de la sécurité sociale, sont adoptés systématiquement au forceps au 49.3, pas plus tard que hier ou avant-hier, si j'ai bonne mémoire, et qui prévoit ce dernier plan du PLFSS, de l'aveu même de Thomas Cazenave, qui est le ministre délégué des comptes publics, si je ne dis pas de bêtises, 3,5 milliards d'économies pour l'année à venir, dont 600 millions pour l'hôpital, alors même que l'ensemble des fédérations syndicales estiment à 1,5 milliard le besoin d'augmentation pour ne couvrir que le résultat de l'inflation. C'est-à-dire pas pour améliorer l'offre de soins, pour couvrir, pour rester à égalité, il faudrait 1 milliard plus, 1,5 milliard de plus, et c'est 3,5 milliards en moins. C'est ça la situation des... Dans ce contexte, comment est-il possible d'imaginer que le projet présenté par l'ARS puisse constituer une progression du point de vue de la prise en charge? Dans ce contexte-là, ce projet ressemble à tous les autres. Il s'agit de démanteler et au passage d'imposer les privatisations, les réductions de personnel, etc., faire de la réorganisation, comme on dit dans le langage des administrateurs. L'urgence, pourtant, c'est, de mon point de vue, évidemment, de recruter tous les postes nécessaires pour accueillir les 1000 enfants et 1200 adultes dont j'ai parlé tout à l'heure, de créer les nouvelles places et d'assurer au personnel, au passage, des conditions de travail, ça a été largement évoqué par mes prédécesseurs, des conditions de travail et salariales qui leur permettent de rester en place, puisque, étant donné tout ce qui a été décrit, le dégoût, j'y reviens pas, les mutations, les démissions sont nombreuses et ça ne facilite pas la prise en charge des enfants et des adultes. Dans ce contexte-là, et c'est un peu la raison de cette réunion, que faire? En tant qu'usager, bien souvent, on est confronté à l'un ou l'autre des aspects qui a été développé ici. Jamais tous à la fois, c'est très rare. Bien souvent, on se sent un peu isolé face à ça. On ne trouve pas le médecin dont on a besoin, le dentiste, l'ophtalmo, je ne vais pas faire la liste, à tous les niveaux, c'est à peu près la même chose. On se sent un peu seul, on ne sait pas quoi faire. Assurément, tous les problèmes que nous rencontrons ici, et qui ont été décrits largement ici, chiffrés, etc.,
ne sont pas indépendants les uns des autres. Ils sont tous le produit des politiques menées depuis des années par les gouvernements successifs en charge des affaires. À commencer par la limitation annuelle des médecins, des entrées en formation de médecins. En préparant cette réunion, je suis tombé sur un chiffre, mais il y en a plein d'autres. Il reste 3000 dermatologues en France. 3000 dermatologues en France. Un tiers de ces 3000 a plus de 60 ans. Les remplaçants ne sont toujours pas sur les rampes pour prendre la place. Donc c'est ça la situation qui va se développer. Et c'est un exemple parmi toute une multitude. Il y a aussi la pédopsychiatrie qui est largement touchée. Et il ne faut pas croire qu'au niveau du ministère, ils ne savent pas ça. Ou alors il faudrait les prendre pour des idiots. Ils le savent parfaitement. Ils organisent délibérément le démantèlement. Il y a eu 20 000 fermetures de lits depuis 2020 dans l'hôpital. Et ça, l'hôpital, c'est comme ça, mais c'est partout ailleurs, ça a été largement décrit. Et Macron va continuer. Le PLFSS qui vient d'être adopté en est une démonstration. Alors il y a des millions, comme a dit Gaël, il y en a des millions pour la guerre en Ukraine, pour soutenir les entreprises, etc. Par contre, pour la santé et pour bien d'autres secteurs, on pourrait aussi parler de l'éducation, mais on ne va pas ouvrir ici ce débat-là. Il n'y a que la ceinture qui reste à serrer. C'est cette mécanique infernale-là qu'il nous faut stopper. Et elle ne s'arrêtera pas d'elle-même. C'est pour ça que ce n'est pas les mobilisations qui manquent dans la situation, comme l'a rappelé Gaël. Et quand elles sont victorieuses, c'est bien souvent parce que la population s'en mêle. Comme à Carhaix, comme à Ancenis, ça a été dit, comme à Mayenne, ça a été dit aussi, et partout, et dans bien d'autres endroits. Il n'y a donc aucune fatalité à tout ça. On peut se battre, on peut s'organiser et on peut gagner. C'est ce que nous proposons en fait ici. C'est la mise en place de ce comité de défense, sans étiquette politique. Chacun y est le bienvenu et nous cherchons à regrouper ceux qui veulent contribuer à aider à la résistance face à ces plans qui ne peuvent que continuer à s'abattre. Mais aussi à la reconquête d'une prise en charge décente de la santé dans ce pays. L'idée, c'est de ne pas rester isolé, c'est de nous informer, nous déployer, mener des actions, participer aux mobilisations quand c'est nécessaire et aider à faire déboucher la population dans ce débat-là pour que la colère s'exprime contre les plans, parce que moi je suis persuadé qu'il y a la colère dans cette population, que la colère s'exprime contre ces plans et qu'on finisse par les bloquer. Je parlais de Mindin dans mon introduction, je vais conclure là. On verra bien comment les choses vont avancer, mais il y a fort à parier que nous ayons un rôle à jouer là-dedans, parce que quand les professionnels se mettent en mouvement, la population peut les soutenir, nous sommes bien sûr tous concernés, et c'est ça un peu le sujet de ce soir, c'est voir comment on pourrait, ensemble, avancer dans la constitution d'un tel outil de résistance. Donc là, il y a eu beaucoup de choses de dites, très intéressantes. Donc il y a sûrement de quoi débattre. Est-ce que, Mathias, tu veux prendre la parole tout de suite? Est-ce qu'on lance le débat ou est-ce que tu dis un mot déjà? Et puis après, on lance la discussion. On lance la discussion pour l'instant? On y va. Donc il y a eu... Bon. Monsieur, il a vu la main le premier. Merci. Pour pouvoir agir, il faut déjà comprendre les choses. Donc, vous nous avez donné un certain nombre d'explications. Donc, les décisions politiques sont nécessaires, mais celles-ci ont comme soubassement majeur des décisions économiques dépendant de réalités économiques. À ce propos, concernant les services hospitaliers, je reprendrai ici comme non sachant ce qui se dit sur les médias, en particulier sur les médias économiques. Vous me pardonnerez si je tiens des propos possiblement inexacts, mais pour moi c'est nécessaire d'avoir des éclaircissements. Là, je m'intéresserai à la comparaison entre les établissements hospitaliers allemands et français. Ce qui se dit à ce propos, c'est que le pourcentage de non-soignants dans les établissements allemands est environ de 10-15%, et dans les établissements français, c'est 30-35%. Les moyens humains en soins sont donc plus importants en Allemagne. Quelle explication pour ce qui se passe en France? Et de ce point de vue-là, ces non-soignants, c'est qui? Ce sont des cadres, des secrétaires, des personnels de maintenance, etc. Et quelle justification de cette présence importante est donnée? En particulier, les décideurs institutionnels français donnent-ils une explication sur cette différence entre donc, ce qui se passe en France et en Allemagne?
Sachant que ce bilan et cette analyse étant faite, quelle préconisation, quelle amélioration serait possible de ce point de vue en France? Merci. Je peux répondre. Tu réponds tout de suite. Je peux répondre après, si vous voulez, faites tourner, je répondrai après. Ça, Pascal, ah oui, non, je sais pas. En foule. Allô, ouais. Moi, je me présente, je suis Antoine, je suis infirmier anesthésiste au CHU de Nantes. Et bon, j'ai appris qu'il y avait une réunion aujourd'hui, alors je me suis dit que ce serait intéressant de venir. Effectivement, moi, j'ai la chance d'avoir la double casquette, parce que je suis soignant et je suis aussi usager. Parce que je suis le tuteur d'un de maison qui est malade psychiatriquement depuis au moins 50 ans et qui maintenant est en EHPAD. Parce que ça aussi, il faut le dire, en EHPAD, en fait, ils sont remplis de patients psychiatriques qui sortent. Et il y a des très grosses problématiques d'ailleurs là-dessus. Bon, je vais être rapide. C'est vrai que la situation à l'hôpital, elle est catastrophique. Moi, j'ai un autre chiffre qu'on voit au bloc opératoire, parce que vous parlez de gériatrie, mais on en a beaucoup, de patients gériatriques qui viennent. Ben, c'est pas compliqué. Quand vous avez une personne âgée qui se casse, au col du fémur, souvent, quand elle tombe, ça arrive très souvent, ben, si elle n'est pas opérée dans les 48 heures, il y en a 30% qui meurent dans l'année. Ça, c'est la statistique de la Société française d'orthopédie, c'est vérifié. On l'opère, tout va bien, au bout de 5 jours, on t'attend dans un lit. Voilà, bon. Ça, c'est vrai que c'est très difficile parce qu'on n'a pas de solution. Nous, on a des patients qui arrivent, on choisit, et puis on fait ce qu'on a. Et puis en même temps, c'est vrai pour la gériatrie, je rappelle quand même qu'au CHU de Nantes, la pédopsychiatrie, les urgences de pédiatrie ont failli fermer, et c'est la mobilisation pendant plus de 6 mois des personnels avec la population qui a fait qu'elles n'ont pas fermé. Et c'est vrai que c'est très important, je pense que s'il faut retenir vraiment quelque chose d'important dans ce qui a été dit, c'est quand il y a la population avec nous, ça change tout. Parce qu'en fait, les directeurs, quand on les rencontre, c'est toujours le même truc. Le gars il dit, ouais, mais vous savez, les syndicats, vous êtes gentils, vous êtes des gens bien, il n'y a pas de problème, je comprends, mais moi, quand il y a la population, c'est autre chose. C'est vrai aussi pour le nouveau CHU de Nantes. Le nouveau CHU de Nantes, il faut quand même savoir qu'il n'y a pas de fermeture de personnel sur le nouvel hôpital. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on s'est battu pour pouvoir dire qu'il ne faut pas de fermeture de lit, même si la population augmente, ça va être... il n'y a pas de fermeture de lit. Donc là, on est sur un truc où, avec notre syndicat, personnellement, je suis FO, on se bat pour qu'il y ait des urgences qui ouvrent à l'AINEC qui est dans l'hôpital Nord. Parce que ça, c'est extrêmement important. Les locaux y sont. Et quand on nous dit il n'y a pas de financement, d'accord, mais le budget de l'armée a augmenté de 40%. Alors, c'est pas le cas de la santé. Donc ça, l'argent, il y est. Il y a le PLFSS, il y a le CICE, c'est des centaines de milliards d'euros qui viennent ni dans la santé, comme a dit le copain avant, et effectivement aussi dans l'éducation nationale. Le truc, c'est que comment on fait pour s'organiser avec la population? Et ça, c'est vrai que c'est un gros boulot. Je pense que la réunion d'aujourd'hui, c'est un premier travail qui est extrêmement important. Et que... j'ai perdu le fil. Donc voilà. Moi, ce que je dis, c'est que pour ma part, j'ai une région parisienne. J'ai 2 exemples à donner et je finirai là-dessus. J'ai commencé à l'hôpital de Villévrard, que certains connaissent peut-être, qui est de la psychiatrie, qui a été vendu. C'était un énorme hôpital psychiatrique. Ils l'ont éclaté, ils ont fait comme ils veulent faire à Madin, mais là ils l'ont fait vraiment, et c'est pas vraiment une très bonne nouvelle pour les patients. Il y a une deuxième chose qui est un peu plus positive, c'est que je viens de l'hôpital Beaujon, à Paris, où la fusion avec l'hôpital Bichat était prévue avec une fermeture de 400 lits, et que là, avec la mobilisation, parce qu'il y a un comité de défense des hôpitaux, mais pour l'instant les hôpitaux ils ne sont pas fermés. C'est pas fini le combat. Parce qu'une fois que c'est acté et que la fermeture et la non-fermeture est actée, il faut continuer à se battre. Mais il y a un lien qui s'est fait avec la population et ça c'est extrêmement fort parce que les maires ils n'ont pas envie d'avoir 500 mecs comme on a mis devant l'ARS pour défendre la psychiatrie en mai dernier. Et ça ils veulent pas avoir de bazar. Ils veulent que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de bruit. Et c'est justement à nous d'organiser avec les personnels, avec la population, pour leur donner une perspective et dire allez, on va aller voir le maire, on va aller voir l'ARS, on va aller voir le député, etc. etc. Voilà, je vous remercie beaucoup. Madame, elle attend depuis un petit moment. Vous avez pas vu.
Le diagnostic, bon, j'ai mon vocabulaire, que c'est la merde totale, on l'a compris. C'est un bon résumé. Dans tous les aspects, donc ça, ok. Maintenant, moi j'aimerais évidemment, comment vous dire, ça fait pas très longtemps que je suis sur Saint-Nazaire, usagère. Ça m'a beaucoup interrogée de galérer, mais je suis pas la seule. Et j'ai quand même essayé de discuter de ça une fois avec le maire dans ses rencontres de quartier, plusieurs fois avec le pharmacien, etc. Et je demandais comment faire pour qu'on fasse ensemble. Donc je suis très contente qu'il y ait cette initiative de votre part. Par contre, je ne comprends pas très bien comment, avec la mobilisation de la population, tout d'un coup un hôpital ne ferme pas alors que c'est difficile de trouver du personnel, que les gens s'en vont et qu'il y a des postes qui pourraient être pourvus, qui ne sont pas pourvus parce qu'il n'y a personne pour y travailler. Donc ça, c'est un vrai questionnement par rapport au bilan que vous faites. Moi, je n'ai pas du tout envie que ce soit quelque chose juste pour exprimer la colère. C'est facile de mettre, enfin, comment dire, de sortir une bombe et de dire on est en colère. Ça a été le cas pour les retraites, les machins, les trucs. Comment faire pour que ça puisse être des choses très concrètes et qui soient locales et en même temps un truc national? Parce que dire je ne sais pas si vous l'aviez vu, je ne sais plus comment ça s'appelle, les émissions de Élise Lucet, qui en général ne fait pas n'importe quoi au niveau de ses enquêtes. Et elle parlait surtout des médecins traitants. En France, ils ne veulent pas qu'on les pousse à avoir au moins 2 ans à travailler quand ils sortent, alors qu'ils ont quand même des études qui sont pratiquement gratuites, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Et moi, j'ai appris dans cette émission que la loi était votée, mais qu'elle ne pouvait pas être appliquée parce qu'elle dépendait d'un décret, que le décret dépendait d'une négociation avec les médecins, qui ne veulent pas négocier. Donc en fait, il y a déjà des traces au niveau légal qui n'ont pas de suite parce que personne veut, comment dire, pousser le bouchon avec les médecins. Est-ce que c'est uniquement parce que c'est aussi des électeurs, j'imagine? Bon, bref. Donc je m'excuse d'être un peu longue, mais je pense que, par exemple, là, on apprend que Que Choisir attaque l'État. Comment on fait pour multiplier les choses pour faire avec dans tout ce qui peut être des directions différentes. C'est-à-dire, pour moi, il y a le concret. Est-ce qu'il y a des pétitions à faire par rapport au maire? Moi, j'avais posé la question, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas, en proposant que ce soit anonyme, une ligne, par exemple, sur la mairie, disant vous n'avez pas de médecin, signalez-vous. Et je disais que ça aurait plus de poids ils m'ont dit, mais oui, mais on le dit à l'ARS. Mais je dis, si vous dites en 15 jours, il y a, je dis n'importe quoi, 300 personnes qui se sont manifestées, ça a plus de poids. Et donc, en fait, je dirais des petites choses concrètes, et puis en même temps, il faut essayer de faire des trucs au niveau national. Je ne sais pas ce que ça veut dire que choisir, mais au moins suivre l'affaire. Excusez-moi. Alors encore une ou deux questions, puis après on essaiera de répondre. Oui, donc je m'appelle Armelle, donc c'est la France Insoumise au groupe de Pornic et Région. Donc en fait, je partage totalement ce qui a été dit à la tribune, hein, tant sur les constats que les causes, à savoir les politiques désastreuses en matière de soins perpétrées depuis des décennies donc, et aggravées sous ce gouvernement. Alors, malheureusement, je vais aggraver un peu le tableau, déjà bien sombre et alarmant, par ce qui est communément appelé les déserts médicaux. L'accès à un médecin traitant, majoritairement généraliste, devient de plus en plus difficile, y compris dans les centres urbains. Les diverses mesures mises en place n'ont pas inversé la situation, laquelle s'est même aggravée de 2010 à 2023, considérablement. La moyenne d'âge des généralistes étant élevée, nombre d'entre eux sont proches de la retraite. Mais de plus, selon le Conseil de l'Ordre, le nombre d'installations médecins a baissé de 10% entre 2010 et 2021. Cela alors même que la demande de soins augmente, avec une population qui vieillit et qui augmente et qui vieillit.
Selon un rapport du Sénat, donc on ne peut pas les accuser de raconter n'importe quoi. Enfin, encore que. Non, mais je veux dire, c'est pas moi qui invente les chiffres qui vont suivre, hein. Bon, c'est le Sénat. Aujourd'hui, les déserts médicaux concernent une commune sur 3. Entre 9 et 12% de la population vit déjà dans un désert médical. C'est-à-dire entre 6 et 8 millions de personnes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, elle donne comme indication, je cite son indication, moins de 2,3 médecins pour 1000 habitants ne permettent pas de couvrir les besoins primaires en termes de soins de santé d'une population. Dans le groupe d'action LFI de Pornic, on a commencé le travail, excusez-moi, pour répertorier le nombre de médecins. C'est un début, mais c'est déjà très édifiant. Alors, je ne parle que des médecins généralistes. Alors, aujourd'hui, donc, dans les communes que nous couvrons par notre action, les Moutiers-en-Ré, un médecin à 3/4 temps pour 1939 habitants. Il en faudrait plus de 4 à temps plein, selon la norme minimale de l'OMS. Bourgneuf-en-Ré, 3 médecins pour 5073 habitants, il en faudrait 11. La Plaine-sur-Mer, 2 médecins pour 4500 habitants, il en faudrait 10. La Bernerie-en-Ré, un seul médecin pour 3488 habitants, il en faudrait 8. Pornic, 19 médecins, et encore là-dedans, ils ne sont pas tous à temps complet, en exercice. Pour 18 000 habitants, il en faudrait 41. 2000 personnes sont déjà sans médecin traitant à Saint-Brévin. Donc on a commencé, et on a bien l'intention d'utiliser évidemment ces chiffres, en relation d'ailleurs avec le groupe santé auquel on participe déjà depuis le début de Saint-Nazaire. Et il faut savoir aussi que l'été, dans toutes ces communes, la population est multipliée par 5. Et l'été, les médecins comme les autres ont droit à un peu de prendre des vacances. Et pour l'avoir expérimenté moi-même pour un de mes petits-enfants, je peux vous dire que trouver un médecin l'été, c'est très très compliqué, c'est assez même épouvantable, surtout quand on a un enfant qui est très très malade. Alors la situation est encore plus difficile pour l'accès aux spécialistes. Bon, là on n'a pas fini notre inventaire, donc bien sûr qu'on va continuer. Donc moi je dis comme beaucoup de camarades ici, on dit avant moi, il y a effectivement une urgence politique à prendre ce problème, comme les autres, évoqués à la tribune, à bras le corps. Et je pense qu'effectivement, ça peut passer par ce comité et mobiliser évidemment autour de nous sur ces problèmes qui sont cruciaux et qui touchent tout le monde. Je vous remercie. Alors, oui, Patricia du GA de Paimboeuf. Donc, ces questions qui ont été abordées aujourd'hui, elles sont données lieu aussi à des discussions dans le cadre de notre groupe. Paimboeuf, c'est une ville de 3500 habitants. Moi, j'y suis arrivée en 2014. En 2014, il y avait 3 médecins, peut-être 4 d'ailleurs, et 2 dentistes. Aujourd'hui, il reste un médecin. Donc voilà la situation telle qu'elle a été décrite, mais nous dans notre réflexion, donc, puisque on est allé voir le maire pour voir un petit peu, puisqu'il était question dans d'autres communes de monter des centres de santé, qu'est-ce que la mairie envisageait de faire, et au bout du bout, ce que le maire a évoqué, c'est que de toute façon, s'il n'y a pas de médecin pour mettre dans le centre de santé, ça ne sert pas à grand chose. Donc c'est vrai que cette question, en fait, c'est la question qui nous a paru traverser en fait toutes les questions qui sont abordées aujourd'hui, puisque la situation plus paradoxale dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que il fut un temps, on fermait des lits par décision de restriction budgétaire. Aujourd'hui, comme il a été dit, on ferme des lits par défaut de soignants, et notamment défaut de médecins. Donc on s'est dit, est-ce qu'effectivement, puisque la mobilisation, elle réussit quand c'est des sujets concrets. Donc effectivement, cette question du numerus clausus, j'ai vu qu'il avait été évoqué là, que en fait, le numerus clausus évoqué par M. Macron en tête était un faux numerus clausus, puisqu'il n'y a pas beaucoup plus de médecins qui sont formés.
est-ce qu'on ne pourrait pas effectivement cette revendication l'aborder, c'est-à-dire dès aujourd'hui ouvrir effectivement les formations aux médecins, parce que je ne vois pas comment on va pouvoir se sortir dans l'immédiat, parce que l'offre de soins de ville, c'est vrai que c'est catastrophique, ça a été dit. L'hôpital, même si c'est quelque chose de plus global, mais enfin, c'est une question qui recouvre aussi, est-ce qu'on ne peut pas, dès maintenant, demander, enfin, se battre pour qu'il y ait effectivement des formations pour les médecins en nombre suffisant pour répondre le plus rapidement possible, parce qu'effectivement, compte tenu du temps nécessaire pour former un médecin et compte tenu de l'évolution de la population, il faut aussi que le nombre de médecins formés soit aussi suffisamment important pour répondre aux besoins de la population. Donc c'est vrai que ça nous a semblé, nous, un fil à tirer pour pouvoir justement mobiliser sur ces questions-là. Moi, ce que je propose, c'est que là, on commence à répondre, voilà, les personnes qui veulent répondre. Et puis après, Mathias, tu interviendras également. Moi, je vais répondre à la première question sur le pourcentage de personnel non soignant. Ça tombe bien, moi je suis service technique, donc je vais pouvoir vous répondre. Je suis service technique à la base. Il y a plusieurs exemples que je peux vous donner. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler à l'époque du Sud francilien, qui était en Seine-Saint-Denis, un truc super bien monté par FH. Toute maintenance laissée à FH. Et bien, ils sont revenus en arrière. Ils sont revenus en arrière parce que quand on vous facture 3 fois le prix d'une intervention, qu'en plus on a un délai d'intervention pour intervenir, c'est-à-dire qu'il faut savoir que l'avantage qu'on a en France, je ne sais pas quelle est la norme en Allemagne, mais en France, on a un technicien H24 sur l'établissement pour pallier à toute problématique qu'il pourrait y avoir, non, je parle moi sur les établissements de type CH, à toute problématique qu'il pourrait y avoir dans les établissements, y compris coupure d'électricité, coupure d'eau, coupure de fluides médicaux, etc. C'est une obligation, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Il y a quelques années de ça, j'ai un exemple bien concret, on a ce qu'on appelle, vous savez, la stérilisation, c'est un endroit où on stérilise tout le matériel nécessaire au bloc opératoire, donc ça passe pour ce qu'on appelle des autoclaves. Il y a un autoclave, c'est une bombe, si c'est pas bien entretenu, si la maintenance n'est pas bien faite, si ça pète, il n'y a plus d'hôpital, pour faire court. Suite à un décès d'un de nos collègues, on n'a pas pu assurer la maintenance et du coup elle a été donnée à une entreprise extérieure parce qu'elle s'est contrôlée par la PAV et quand la PAV est venue, ils ont dit stop, vous ne démarrez pas. Ils ne démarraient absolument pas parce que tout était à refaire. En fait, il a fallu... Alors la PAV, c'est l'organisme qui contrôle en fait la conformité des appareils pour être sûr que ça fonctionne bien et que ce soit en conformité. Et en fait, ils nous ont dit que vous ne démarrez surtout pas parce que ça va vous péter à la tronche. Donc c'est les collègues des services techniques qui ont été obligés de reprendre toute la maintenance, qui ont été obligés de tout refaire, alors que ça nous a été facturé quand même. Mais sauf que quand on a demandé à l'entreprise de venir réparer ce qu'ils n'avaient pas fait ou faire ce qu'ils n'avaient pas fait, ils nous ont dit ouais mais on a un délai de 72 heures pour intervenir. Donc c'est-à-dire que pendant 72 heures, on a une bloc opératoire qui ne tournait pas. Parce qu'on nettoie tout le matériel opératoire en stérilisation. Donc il est peut-être là, et l'autre exemple aussi, là qui touche aussi l'administratif, aujourd'hui, quand vous prenez un rendez-vous, vous avez une personne au bout du fil. Vous avez une personne au bout du fil, je sais que sur la cité sanitaire c'est difficile de nous joindre des fois, mais en général vous avez quelqu'un au bout du fil qui répond. Et qui demande des choses que souvent ne sont pas demandées sur les plateformes téléphoniques, ou quand vous prenez par exemple avec Doctolib un rendez-vous ou autre, c'est quelle est la situation du patient. Est-ce que le patient a des difficultés de mobilité? Est-ce que le patient est agité? Est-ce qu'il y a des troubles cognitifs? Et tout ça, quand vous allez dans vous utilisez les plateformes dites Doctolib ou autres, ces questions ne sont pas posées. Donc ça arrive des fois dans certains établissements où on se retrouve avec des patients qui arrivent complètement agités à un rendez-vous et que c'est ingérable et du coup malheureusement le rendez-vous ne peut pas être honoré parce que ce truc n'avait pas été renseigné et du coup on n'avait pas mis les moyens en face pour accueillir le patient pour pouvoir en faire la consultation de façon optimale. Donc c'est peut-être ça les 20% de plus qu'on a nous de personnel par rapport à l'Allemagne, mais elles sont de mon point de vue plus sécurisantes et puis c'est un choix aussi, hein. C'est un choix qui a été fait par les Allemands et honnêtement, j'aime pas trop comparer ce qui se fait ailleurs. Hein. J'aime bien déjà qu'on s'occupe de ce qu'on fait chez nous. Et puis ce que font les autres,
Et je ne suis pas sûr que ce soit les bons choix. Hein. Les Allemands ne sont pas forcément les meilleurs choix dans ce qui était de la qualité de vie, notamment des salariés. Quand on voit que pour certains, pour atteindre ce qu'on nous on appelle le SMIC, que non pas, ils sont obligés d'effectuer plusieurs métiers et pendant très longtemps pour pouvoir vivre décemment. Donc l'exemple allemand n'est pas forcément meilleur surtout. Par contre, pour compléter ce que tu dis, c'est vrai que l'administration est indispensable à l'hôpital, on ne fonctionnerait pas sans. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de gens au-delà de l'hôpital, dans les ARS, qui viennent nous expliquer comment on doit fonctionner, les certifications, des choses comme ça. Voilà, validation, certification, audit, etc. Ça, on en a tout le temps. En gros, la certification, je reprends une parole d'un médecin, je ne sais plus où j'ai vu ça, mais c'est comme si on était dans le Titanic, on est en train de couler, et il y a des gens qui viennent nous demander si la vaisselle est propre. En fait, c'est vraiment ça. Et l'orchestre continue à jouer. Pour répondre à votre question sur les installations de médecins, etc., ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, il y a le numerus clausus, hein, ça vous savez, c'est-à-dire une limitation du nombre de médecins formés, avec un gros creux dans les années 80-90. À l'époque, c'était soutenu par les syndicats de médecins, c'était soutenu par la Fédération hospitalière, c'était soutenu par le Conseil de l'ordre. Sous prétexte que, vous savez, vous souvenez, c'était resté plus c'est bien, on abusait, ça craint. Et puis à l'époque, sous prétexte que s'il y a moins de médecins, il y aura moins de prescriptions, donc des économies. Concept quand même extrêmement curieux. Mais ça a été soutenu par certains syndicats de médecins, pas tous, mais certains syndicats de médecins, sur le fait aussi que plus il y a de médecins, moins il y a de consultes, et donc il y a moins de sous dans la caisse enregistreuse des médecins. C'était clairement un des arguments qui avait été mis à l'époque. Le trop de médecins, la pléthore de médecins va faire que on ne va plus pouvoir vivre de notre métier. On en était largement très très loin. Quand même, ça dit la puissance du lobby des médecins hein, sur les décisions qui sont prises et qui ne sont pas souvent prises dans l'intérêt général. Hein. Je le dis assez clairement, je suis assez tranquille avec ça. Là, le problème principal, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins. Clairement, il n'y en a pas assez, on l'a dit avec tous les chiffres. On a un creux qui va arriver jusqu'en 2028, hein, puisque comme on met 10 ans, comme une décision politique met 10 ans à faire effet, le creux va continuer jusqu'en 2028. Il faut savoir que jusqu'en 2020, on avait plus de médecins qui partaient à la retraite que de médecins formés. Donc le manque de médecins est évident en fait, hein, ça ne pouvait pas être autrement. Et l'amélioration à ce rythme-là actuel, c'est pour 2040. Hein. Sachant que le tsunami de personnes âgées, dépendantes, malades, qui vont être hospitalisées, comme je vous disais tout à l'heure, arrive dans 2-3 ans. Donc clairement, il y a ce problème-là de nombre de médecins, et après la discussion politique, elle est sur l'obligation d'installation. Moi, j'ai pas de problème avec ça, parce que je pense qu'effectivement, on a la chance d'avoir des études médicales qui sont payées par le pot commun. Un an d'études, ça coûte à la société 20 000 €. Hein. Donc, on a des études quasi gratuites. Donc l'obligation d'installation, il faudra, ou au moins la limitation et le minimum de régulation, il faudra que ça vienne sur le tapis à un moment donné. Mais le problème principal actuellement est vraiment le nombre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de confiture sur la tartine, on aura beau étaler, il n'y a quand même pas assez de confiture. Mais après, il faudra du courage politique. C'est-à-dire l'obligation et la régulation. On est la seule profession médicale à ne pas être régulée. Donc je pense qu'une fois que le nombre est réglé, et peut-être même avant, il y aura un courage politique. Oui, mais vous avez dit 2040. Oui, c'est trop tard, c'est pour ça qu'il faut avant. Vous ne vouliez pas plomber l'atmosphère. Qu'est-ce qu'on fait d'ici 2040 ? Eh bien, évidemment, je pense qu'il faut du courage politique avant, avec ces obligations. Et puis je pense qu'il y a d'autres solutions. Peut-être que tu peux en parler. Je pense que, alors, il y a à la fois le problème de la formation et du délai là, actuel, et puis je pense qu'il y a un premier niveau, c'est éviter la fuite à l'heure actuelle. Essayer de trouver des solutions pour que les gens
ont commencé ce métier dans le soin n'aient pas envie d'en changer. Voilà. Il y a quand même à l'heure actuelle, surtout pour les médecins généralistes, 41% des médecins généralistes qui ne font pas de médecine générale. Voilà. Pourquoi? C'est la question. Il y a des expériences qui sont faites, alors dans le coin à Saint-Brévin et à Bas-sur-Mer, où les mairies ont décidé de salarier des médecins. Moi, les échos, parce que sur Bas-sur-Mer, je connais un des médecins, c'était une ancienne urgentiste, elle est ravie de sa pratique, parce que tout son temps est consacré aux malades. Voilà. Et en fait, je pense que quand on est soignant, c'est ce qu'on veut, c'est s'occuper des malades. Donc, je pense qu'il y a déjà des décisions qui peuvent être prises pour faciliter le fait que les gens déjà formés aient envie de continuer à travailler. Voilà. Alors, pour le médecin généraliste, je pense qu'en effet, on ne pas le salariat et on en a déjà parlé là-dessus, mais en tout cas, même les médecins généralistes libéraux, moi j'en côtoie par mon travail régulièrement, disent qu'ils en ont marre aussi du temps consacré à l'administratif, à cocher des cases et pas à parler à leurs patients, pas à s'occuper de leurs malades. Et ça fait un peu, excusez-moi, péter les plombs de beaucoup de généralistes qui à un moment explosent et changent complètement d'activité. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Au sein de, ça c'est pour la médecine générale, au sein de l'hôpital, pour le monde soignant, je pense qu'à un moment, il a aussi, un peu comme l'histoire du Titanic et le vaisseau qui coule, la vaisselle, on nous demande au quotidien, lorsqu'on appelle des indices qualité, hein, alors il faut remplir là aussi des qualités qui ne correspondent à rien à notre pratique. Alors ça c'est l'ARS qui font ça. Hein. On nous dit qu'il faut que tout le monde, on les mesurait à l'arrivée dans le service. Et alors on s'en sert pas après au quotidien pour prendre en charge de malades. Mais alors par contre, si on n'a pas bien rempli cette case-là, on nous supprime du pognon. Ah, donc ça c'est la réalité. Est-ce que les gens ont déjà boycotté? On ne boycotte pas, mais on ne le fait pas, donc on n'a pas des bonnes notes, donc on n'a pas des bonnes notes, donc on n'a pas les sous. Et donc en effet, dans les services, moi en tant que responsable de service, je ne vais sûrement pas emmerder le personnel à faire des choses qui n'ont pas de sens pour les malades. Voilà. Donc en effet, alors c'est à double tranchant parce que si on ne le fait pas et qu'on a une mauvaise note, on n'a pas les sous. Si on n'a pas les sous, on n'a pas les moyens pour le personnel. Mais demander à des équipes soignantes de faire des choses qui n'ont pas de sens, c'est aussi démotiver les gens. C'est aussi complètement démotiver les gens. Il faut faire en sorte que les gens ne savent plus pourquoi ils travaillent. Et je pense qu'il faut vraiment essayer de récupérer du sens à son travail. Et après, pour éviter la fuite, moi je suis effondrée en tant que responsable de service depuis quelques années, de devoir me battre des mois, voire pour certains postes médicaux, des années, pour des gens qui veulent venir travailler à l'hôpital et pour lequel il faut monter 3 fois une étude médico-économique. J'en ai pour preuve un rhumatologue où on a mis 1 an et demi alors qu'on avait le personnel pour que le poste soit validé. Tu parlais tout à l'heure de dermatologue. On a une dermatologue qui a 60%, je veux passer à 80%. Youpi, moi je me dis, super. Et bien pour l'instant, moi j'en sais strictement rien. La suite des trucs. Est-ce que ça va être médico-économiquement viable? On s'en fout total, ça va être utile pour la population. Et je crois que c'est ça qu'il faut redonner. C'est-à-dire que quand une demande est utile à la population, il faut enlever ce côté de la rentabilité. Il faut vraiment, cette notion de rentabilité, elle détruit complètement le sens de ce qu'on nous demande. Il faut tout de suite que tout le monde demande à arrêter ça. On ne peut plus ne pas valider des postes parce qu'ils ne sont pas rentables s'ils sont utiles. Encore une fois, bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, mais s'ils sont utiles, on ne doit plus avoir à monter des études médico-économiques. Vraiment, je pense que, et ça, je pense que c'est tout le monde qui le... faut que vous sachiez, quoi. On a des gens qui postulent, on a perdu sur le plan médical des gens, là, à l'heure actuelle, on en perd encore. Alors, on va perdre un chirurgien du rachis. Voilà, parce que voilà, pendant 1 an, on lui a fait croire qu'elle aurait un poste, finalement elle n'a pas de poste, parce qu'en effet, c'est pas médico-économiquement fiable. N'empêche qu'il va plus être que tout seul, le chirurgien du rachis, combien de temps il va tenir tout seul. C'est des choses comme ça sur lesquelles il faut vraiment se battre. Parce qu'on sait que
pour remettre à flot, alors sur le plan médical c'est 8-10 ans, sur le plan des infirmières et des aides-soignantes c'est plus rapide, mais il faut quand même du temps. Donc du personnel, on ne va pas en trouver comme ça. Mais arrêtons déjà la fuite. Puis après, la dernière chose que je voulais dire, qui a fait à mon avis beaucoup de tort, en tout cas pour la profession infirmière, c'est Parcoursup. Voilà. Parcoursup a fait en sorte que sont arrivés à faire des études d'infirmière des gens qui n'avaient pas forcément la motivation. Vous en avez en plus, après, avec la Covid, totalement démotivés. Je ne sais plus c'est combien, mais je sais pas, c'est 30%, 40% des promotions infirmières qui ne vont pas au bout de leurs 3 ans. Donc là aussi, ça aussi, c'est à dénoncer, il me semble. Juste compléter un truc quand même. Juste un petit complément pour que vous compreniez bien quelle est la logique du gouvernement depuis des années en ce qui concerne l'hôpital public. On est passé sous enveloppe fermée, ce qu'on appelle l'ONDAM, avec une tarification de l'activité. Maintenant, on a des grands penseurs qui nous disent tiens, ça rapporte pas, puis si j'en fais trop, ça rapporte moins, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on a rendu les établissements déficitaires, les établissements publics de santé déficitaires, et du coup, on est des mauvais élèves. Et plus tu es déficitaire, moins on te donne de pognon. C'est ça la réalité en fait. C'est que plus tu es déficitaire, moins on te donne d'argent pour pouvoir. Donc, moins tu peux investir, moins tu peux recruter du personnel, moins tu peux changer ton matériel, etc. Donc, c'est la programmation. Donc, l'ONDAM et la tarification à l'activité étaient l'outil et la programmation pour détruire l'hôpital public. Et ça continue, Et les ARS, donc les agences régionales de santé, ne sont que les bras armés des ministères. Ils sont là que pour appliquer, c'est tout. C'est-à-dire que quand Alban parle de certification, ou Renault parle de certification, et l'image du Titanic, elle est complètement comme ça. C'est vraiment la vraie image, avec, on pose des questions assez hallucinantes, sans se soucier du moins du monde de comment va le patient dans le lit. Ils s'en foutent. Est-ce qu'au sein des ARS, juste un truc, est-ce qu'au sein des ARS, il y a des gens qui résistent, vous n'en parlez pas? On va passer la parole à il faut faire ensemble, Merci. Je veux d'abord vous remercier toutes et tous de vos interventions, de vos témoignages. C'est vrai qu'en vous écoutant, on ne ressort pas indemne, mais il faut que ce soit dit, il faut que ce soit entendu, et chaque fois que à l'Assemblée, nos collègues qui interviennent, c'est vrai sur la santé, mais sur d'autres, apportent comme ça des témoignages de situations concrètes vécues. Vous avez les députés macronistes qui se mettent à hurler, contestant un monopole qu'on ne revendique même pas, de porter une parole de simplement la réalité du pays. Non, la situation en matière de santé ne va pas bien. Non, le pays ne va pas bien. Et le simple fait de le dire suscite parfois des réactions épidermiques, comme s'il y avait une réalité qu'on ne voulait pas voir parce qu'elle posait problème. En tout cas, on ne sortira pas indemne de vos témoignages, ça je vous le confirme. J'ai pris un certain nombre de notes et je pense que c'est dans la salle aussi. Parce que le fait de savoir ce qui se passe, c'est déjà en soi un acte de résistance. Je pense que ça, c'est important et que c'est le but aussi de cette soirée et de ce qui est fait que de le dire, et notamment ce que vous dites sur le sens. Au-delà même des chiffres, du nombre de personnel, etc., simplement dire que vous n'avez pas fait ces métiers-là pour le faire de cette façon-là, et que les soignants qui ont choisi ces métiers ne veulent pas être maltraitants. Ils ne veulent pas être non plus maltraités, et il ne faut pas qu'ils soient maltraités si on ne veut pas qu'ils soient maltraitants. Je pense que c'est un point central. Mais le sens, et cette question du sens du travail, on la retrouve partout, dans la santé, dans l'éducation, dans un nombre de métiers considérables, et des gens qui simplement disent qu'ils veulent non seulement pouvoir vivre, et bien vivre de leur travail, mais aussi bien vivre leur travail, et qui mettent les deux au même niveau d'importance. Non,
La santé n'a pas à être rentable, ça a été dit, j'y reviens pas. La santé n'est pas une marchandise, c'est un besoin humain fondamental. Et si on veut mener une politique de santé efficace, il faut partir des besoins, c'est ce que nous répétons et ce que nous disons. Alors on nous dit souvent que ça coûte trop cher ce qu'on propose. Mais avant de rentrer dans le détail, je voudrais simplement préciser que ce qui coûte cher, c'est ça. Ce qui coûte cher, c'est d'avoir plus de malades. Des malades qui viennent se faire soigner plus tard, parce qu'ils n'avaient pas de médecin traitant, parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir un spécialiste ou se faire dépister suffisamment tôt. Et donc qui arrivent dans des situations de plus mauvais état, qui demandent une prise en charge plus lourde, plus coûteuse et parfois trop tardive pour qu'ils puissent s'en sortir dans de bonnes conditions. Ce qui coûte plus cher, c'est d'avoir confié la construction de l'hôpital de Saint-Nazaire à une entreprise privée via un bail emphytéotique. Ça aurait coûté moins cher de le faire sous une maîtrise publique et aujourd'hui d'avoir un hôpital qui ne serait pas dans la situation où il est, de devoir payer un loyer exorbitant, de ne pas pouvoir faire face au fonctionnement courant parce qu'il y a des malfaçons et de ne pas pouvoir en plus se projeter dans le développement parce qu'il est bloqué par le propriétaire qui refuse de s'engager sérieusement dans ces questions-là. Il y avait deux hôpitaux qui fonctionnaient comme ça, celui d'Evry et celui de Saint-Nazaire. Celui d'Evry, ils sont sortis de ce système quand Manuel Valls, ancien maire d'Evry, était devenu Premier ministre. Par contre, Saint-Nazaire n'a pas eu cet honneur. Mais on y travaille. C'est long, c'est laborieux, c'est dur, mais on y travaille, en tout cas, on fait le maximum qu'on peut pour interpeller le gouvernement, parce que c'est une décision qui ne peut que relever du gouvernement. Ce qui coûte plus cher, c'est d'avoir des complémentaires privés qui viennent faire doublon avec la sécurité sociale, qui ont des frais de fonctionnement plus importants que la sécurité sociale, et qui obligent, en quelque sorte, à devoir traiter deux fois les demandes de remboursement pour se rendre compte parfois qu'on est remboursé de quelques centimes ou quelques euros de plus à la fin. Ça coûterait moins cher d'avoir un système unifié de remboursement des soins, par exemple. C'est la démonstration qu'on a faite dans le campagne. Alors, c'est tellement évident que ça serait mieux de faire autrement qu'il y a quelqu'un qui l'a dit en mars 2020. Je vais vous lire la citation, puis vous allez me dire qui c'est. Ce que révèle cette pandémie de Covid, c'est que la santé gratuite, notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux. C'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Nous devons en reprendre le contrôle. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Vous avez tous reconnu Emmanuel Macron. Eh bien, c'est pourtant un programme très clair. Alors nous, on a, je crois, porté un programme qui s'en rapportait. En tout cas, moi, c'est sur un programme de rupture avec cette organisation des soins que j'ai été élu. Mais clairement, on voit bien que ces paroles qui ont été tenues au moment de l'annonce du confinement avaient surtout pour but d'essayer de faire en sorte que tout le monde accepte le confinement sans trop se demander quelles en étaient les causes réelles, qui étaient l'incapacité de notre système de santé à faire face à une pandémie dont on découvrait l'ampleur et la gravité à ce moment-là. Donc, M. Macron nous dit en gros ce qu'il faut faire, le contraire de ce qu'il fait et de ce qui a été fait avant lui, notamment avec la loi Bachelot sous Sarkozy ou avec la loi Touraine sous François Hollande, pour ne reprendre que les exemples les plus récents. Il y a plein de collègues qui travaillent, pour ce qui est du groupe Insoumis, sur les questions. Alors si vous êtes plutôt sur la psychiatrie, Élise Le Boucher a présenté un petit bouquet d'amendements qu'elle a défendus sur la désertification médicale. Damien Maudet ou Adrien Clouet ont participé au travail transpartisan qui est mené par des députés de différents groupes, y compris des groupes macronistes, enfin des députés issus de groupes macronistes, mais pas les groupes macronistes au complet. Caroline Fiat, évidemment, sur la question des personnes âgées, de la situation dans les EHPAD. Donc, je vous renvoie plutôt vers eux si vous êtes en attente d'une précision très, très concrète sur ces situations-là. Mais globalement, quelques solutions à grands traits. D'abord, j'ai dit qu'il faut partir des besoins. On ne peut pas se résigner à ce qu'il y ait toujours plus de malades. Bien sûr qu'il y a le vieillissement, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on vive plus longtemps. Mais si on met tout à bout la question de la santé environnementale, la question de la malbouffe, la question de la souffrance au travail, ça a été dit, la question du report de l'âge de la retraite qui va entraîner mécaniquement une dégradation des conditions de santé des salariés qui devront rester plus longtemps au travail alors qu'ils sont déjà usés.
Combien d'autres situations? L'exposition aux substances chimiques, les maladies professionnelles, l'absence totale de moyens pour la médecine scolaire en matière de prévention. Il y a là déjà un gisement considérable, j'allais dire d'économie, mais d'économie qui serait un mieux-être pour la santé de nos concitoyens. Et celle-là, on n'en parle pas. On parle de combien de personnel on peut supprimer, mais on ne parle pas de comment on fait pour que les gens aient moins besoin d'aller voir un médecin. Je pense que c'est là déjà un premier point auquel on ne doit pas renoncer si on veut vraiment mettre au cœur la question de la santé publique et de la santé de nos concitoyens. Moins de malades, autant que possible évidemment, après il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Plus de services publics, ça a été dit. Plus de formation, et peut-être qu'il faudra créer de nouveaux, alors peut-être que ça ne sera pas des CHU, mais des nouveaux établissements universitaires pour former plus de médecins dont nous avons besoin si on ne veut pas attendre 2040. Et que certains territoires doivent prendre en place dans ces dispositifs universitaires de formation des médecins, alors qu'aujourd'hui ils ne le sont pas. Pourquoi dans une région comme les Pays de la Loire, il n'y aurait que Nantes et Angers qui seraient des CHU? Peut-être que pour la médecine générale, compte tenu de la situation particulière de certains territoires dans notre région, la Mayenne, la Sarthe, le pays de Châteaubriand ou d'autres endroits, il y a la légitimité d'avoir plus de places de formation de médecins. Et oui, ça demande des sous. Parce qu'on peut dire qu'il n'y a plus de numerus clausus, on peut en former autant qu'on veut, s'il n'y a toujours pas plus de places dans l'amphi, pas plus d'enseignants pour les former, à la fin, numerus clausus ou pas, vous n'en avez pas plus qui sort. Donc il faut poser cette question, et je rejoins ce qui a été dit sur Parcoursup. La question de la régulation de l'installation des médecins, elle est indispensable. Il y a un travail transpartisan qui est fait à l'Assemblée. Il y a une proposition de loi transpartisane qui a été déposée. Il y a un amendement transpartisan qui a été déposé et qui a été battu. Battu pourquoi? Parce que les groupes macronistes, dans leur majorité, et le Rassemblement national ont voté contre le principe de régulation de l'installation des médecins généralistes. Donc, y compris quand vous entendez parfois Marine Le Pen ou d'autres dire qu'ils défendent les oubliés, la France périphérique, les territoires ruraux, ils ont voté contre la régulation de l'installation des médecins sur le territoire. Les budgets, j'y reviens pas, mais tu as parlé de 5 milliards qui manquaient pour l'hôpital. Je crois que la Fédération hospitalière de France disait 4 milliards dans le PLFSS de cette année, le budget de la Sécu. 4 milliards, c'est exactement ce que Sanofi a décidé de reverser à ses actionnaires l'année dernière. Donc après, c'est des choix. Est-ce qu'on prend l'argent des actionnaires de Sanofi pour financer la santé publique, ou est-ce qu'on utilise l'argent public pour subventionner les actionnaires de Sanofi? Voilà. Au-delà même de la discussion sur dépenses militaires ou pas, parce que peut-être qu'il y a des avis différents sur cette question-là. Mais il y a aujourd'hui, y compris dans le système de santé, des gens qui font des profits considérables et que cet argent pourrait être mieux utilisé. Revoir la tarification pour sortir de cette logique où il faut faire les actes qui rapportent, même si ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour le patient. Ça vaut pour l'hôpital, ça vaut aussi pour les médecins généralistes. Et le suivi d'un patient qui a une maladie chronique, eh ben, ce n'est pas forcément à chaque fois qu'il vient vous voir qu'il passe à la caisse. Il faut que le médecin il ait aussi une forme de rémunération forfaitaire, parce qu'il suit cette personne au long cours, et puis parfois ça va prendre du temps, et puis parfois un peu moins. Il faut aussi avoir cette logique-là. Il y a des solutions qui existent sur les salariats de médecins par les communes. Nous, on défend le fait qu'il y en ait aussi peut-être par la sécurité sociale elle-même. Dans des centres de santé municipaux, ça existe. Ça existe dans certaines communes, pas loin d'ici, dans beaucoup de communes. La région Centre-Val de Loire elle-même a décidé de salarier des médecins. Ici, la présidente de région a seulement promis un bus avec un médecin itinérant. Bon, c'est déjà mieux que rien, parce qu'au départ, elle ne voulait rien faire, mais on voit bien que ce n'est pas satisfaisant par rapport aux besoins. Et ça répond en plus à un besoin, à une volonté des médecins de travailler en équipe, d'être salariés, de pouvoir se concentrer comme ça a été dit. Plus de sécurité sociale, j'en ai parlé, et c'est le contraire qui est fait. Et encore cette semaine, à l'Assemblée, on nous a soumis une loi, soi-disant, sur l'intéressement et la participation dans les entreprises, dont l'essentiel est une réduction des exonérations de cotisations sociales. En disant aux salariés, comme ça, vous aurez un petit peu plus. Oui, sauf que 6 mois après, on vient les voir et on leur dit, ah, on va peut-être augmenter les franchises médicales, ah, on va peut-être dérembourser les soins dentaires, ah, il faudra peut-être, etc., etc., il faudra travailler plus longtemps pour la retraite. Chaque fois qu'on dit moins de cotisations, ça veut dire derrière moins de protection sociale prise en charge collectivement, et à la fin, ça coûte plus cher quand chacun doit se payer son assurance privée. Enfin,
suffit de voir aux États-Unis comment ça fonctionne. Ça coûte moins cher de mutualiser ces coûts-là. Plus de souveraineté aussi. J'étais au salon du Made in France il y a 15 jours et on a vu les syndicats des fabricants de masques. Et ils nous ont dit, le ministère des Armées vient de passer une commande de 45 millions de masques chirurgicaux pour ses stocks. Et ils ont fait appel à un fournisseur asiatique. Les mêmes qu'il y a 2 ans, 3 ans, on est allé sortir pour qu'en catastrophe, ils soient capables de produire des masques parce qu'on était rendu à une situation de dépendance totale. Et au lieu de se dire, au moins quand c'est la puissance publique qui commande, oui, ça coûte plus cher, mais on paye des fournisseurs français parce que le jour où il y a une nouvelle pandémie, on sait qu'on a l'outil de production, on sait qu'on a les salariés qui savent le faire tourner et on peut l'utiliser davantage. Eh bien, non. Même chose sur les médicaments. Aujourd'hui, trouver du Doliprane ou des antibiotiques, c'est quasiment devenu un parcours du combattant. Eh bien non, si Sanofi ne veut pas le faire, il faut qu'un pôle public du médicament puisse le faire. En tout cas, c'est des propositions. Quand j'ai porté ça à l'Assemblée, le ministre de la Santé précédent, M. Braun, m'a répondu, mais je ne comprends pas, ça existe déjà, la pharmacie centrale des armées. Mais ce n'est pas la pharmacie centrale des armées qui va produire du Doliprane ou de l'amoxicilline pour la population française. Elle a d'autres choses à faire, et je pense suffisamment importantes. Après, s'il y a un savoir-faire qu'on peut étendre, pourquoi pas. Et vous voyez même le niveau auquel ils refusent de penser la question. Qu'on nous dise qu'est-ce que ça pourrait être, regardons, faisons une mission, évaluons, pourquoi pas, mais qu'on ne nous dise pas ça existe déjà, alors que tout le monde voit bien qu'il y a des pénuries de médicaments. Bref, plus de services publics, plus de sécu, plus de souveraineté, plus de partage, je l'ai dit. Et puis, tout ça, ça ne viendra pas tout seul, et je pense que ça a été dit très clairement. C'est par la mobilisation de la population et des professionnels et des élus qui le souhaitent qu'on peut obtenir des décisions et surtout ne pas laisser passer des choses qui s'aggravent continuellement et puis travailler à des propositions concrètes. Je pense que c'est le but de ce qui a été engagé ici. Moi, je suis très impressionné par la qualité des interventions dans la salle et ici, le travail de préparation qui a été fait. Et évidemment, je soutiens pleinement la création de ce comité et s'il faut, j'espère que tout le monde a laissé ses coordonnées pour être sur le petit papier pour que ça continue sur d'autres rendez-vous, d'autres démarches et des actions, parce que ça a été exprimé beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous.